Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous et toutes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis vraiment contente de vous retrouver en vrai, en direct, puisque vous l'avez vu la semaine dernière, c'était une rediffusion. Malheureusement, des fois, il y a des petits impondérables comme ça qui arrivent. Ce sont les aléas du direct. Bonsoir Sam Léo, merci encore une fois d'être là pour faire aussi tout le tri dans nos messages. J'ai vu aussi Caroline passer. Bonsoir Francis, bonsoir Zapping des médias citoyens, Achille. Je vois pas tout le monde, Francis, je l'ai déjà dit, Espace Liberté. Je vous souhaite la bienvenue et je suis ravie vraiment de faire cette émission que nous avons prévue depuis longtemps avec Nicolas Bouvier, que vous connaissez toutes et tous, j'imagine, mais peut-être pas, finalement, pas tout le monde. Donc, il va venir parler ce soir à cœur ouvert et je suis ravie qu'il ait accepté mon invitation, prévue depuis un bon moment, depuis minimum début septembre, je crois. Nicolas Bouvier, bonsoir. Merci infiniment d'avoir répondu présent à mon invitation. Bonsoir Lise, merci et bonsoir à tous. Alors, Nicolas, moi j'ai intitulé, on en a parlé un petit peu en off, cette émission de lanceur d'alerte à journaliste citoyen. Parce que j'ai vu ton évolution aussi au fil de temps, au fil des années. Est-ce que tu as envie déjà de te présenter, de développer un petit peu ce concept-là? Pourquoi tu as pris la parole? Pourquoi tu as décidé justement de t'afficher aussi publiquement? Parce que tout le monde ne le fait pas. Il y a des personnes qui prennent la parole depuis notamment le Covid, mais qui ne s'affichent pas publiquement, qui n'affichent pas leur image. Et puis, voilà, faire un petit peu le tour de ce que tu as envie de dire en présentation. Bon, alors merci déjà Lise pour l'invitation, merci à l'équipe de TVADP de m'avoir reçu. Merci au public aussi d'être là, puisque je reconnais les abonnés entre autres. Alors, je vais essayer de commencer par le commencement. Alors, juste avant de me présenter, j'aimerais avoir une pensée pour tous mes concitoyens qui connaissent la tempête Benjamin, je crois qu'elle s'appelle, cette tempête en ce moment, puisque en Dordogne, ça sauce pas mal ces jours-ci. Et je sais qu'il y a eu pas mal d'intempéries dans le pays, notamment à Hermont, avec une tornade. Donc, j'aimerais avoir une pensée pour toutes les victimes, parce que c'est en train d'arriver, et les Belges et les Suisses aussi. Voilà, donc une petite parenthèse pour commencer. Ensuite, ma présentation, elle est très simple puisque je le fais à chaque émission, c'est-à-dire que je n'ai aucun conflit d'intérêt, je suis apartisan et asyndical, j'ai un casier judiciaire vierge, je ne suis pas suicidaire, je le précise aussi, même si je ne suis pas une personnalité mondiale, mais je le dis quand même. Ensuite, je ne suis pas franc-maçon, je ne suis pas membre du Rotary Club ni du Lions Club, je ne suis pas dans la table 700 non plus, même si on essaie de m'y affilier à mes dépens. Je ne suis pas dans la scientologie ni ancien témoin de Jéhovah, je n'appartiens à rien. Donc je suis totalement indépendant intellectuellement et financièrement et je tiens à rester comme je suis là. Voilà. Donc ça, c'est ma présentation, on va dire classique. Après, mon histoire elle est un peu particulière parce que j'ai commencé il y a longtemps sur le plan médiatique. J'ai commencé fin 2011. J'ai commencé il y a 14 ans bientôt, puisque il y a 14 ans, je publiais ce premier roman, Sentiments partagés. C'était en décembre 2011. Après 3 années de travaux d'écriture, j'étais en parallèle, j'étais étudiant en droit. Et puis, je me suis lancé dans l'écriture dès l'âge de 16 ans. Donc, c'était en septembre 2006, des poèmes pour commencer. Et ce qui s'est passé, c'est que à partir de là, j'ai décidé vraiment de prendre la plume pour écrire mon premier roman, pour parler d'amour. C'est un roman sentimental, au départ, sentiment partagé. Il n'y avait aucune notion de harcèlement scolaire. Et puis, au final, ça a dévié progressivement, puisque j'ai eu un mentor à l'époque qui s'appelait Jean-Luc Aubarbier, qui était libraire. Et quand il m'a lu, il sentait qu'il y avait du potentiel, mais j'avais encore besoin de progresser. Et à l'époque, je lisais peu. Ça peut paraître surprenant aujourd'hui, mais j'ai eu cette époque-là avant mes 25 ans où je lisais très peu parce que quand on est en droit, on a des bouquins de fac. Le Cornu, c'est pas le Premier ministre, hein, c'est Gérard Cornu pour être précis. On a des bouquins de droit constitutionnel, etc. Donc ça, c'était mes bouquins de chevet avec le code civil, le code pénal, etc. Et puis, par la suite, j'ai compris qu'en fait, le manque de lecture avait un manque aussi de créativité dans la littérature. Et donc, j'ai décidé à ce moment-là de me mettre un peu à lire sur les conseils du libraire qui m'avait passé un bouquin que j'ai quelque part dans ma bibliothèque, là, qui s'appelait Le soleil m'a oublié de Christian Laborde. Et c'est là que j'ai eu le déclic. Et en plus, c'est l'histoire d'un boxeur qui s'appelle Marcus. Et ça me faisait penser un peu à l'histoire de Rocky avec le recul. Et donc, je me suis dit, tiens, il faudrait que mon roman soit un peu coup de poing sur le plan stylistique. En fait, c'était Jérôme Marchand était un garçon de 13 ans. Et en fait, c'est je suis un garçon de 13 ans. Donc, ça change tout sur la façon de le lire.
Et à ce moment-là, j'ai repris mon bouquin pendant 1 an, aidé par mes parents, par des proches, et cetera. Et là, quand je lui ai passé, donc c'était en mai 2011, il m'a dit: «C'est bon, tu peux chercher un éditeur». Donc là, j'ai compris qu'il y avait le feu vert pour entrer dans le grand bain. Le problème, c'est que trouver un éditeur quand on a 20 ans, je parle de ça il y a presque 15 ans, c'est quelque chose de très compliqué et je ne connaissais personne. Alors j'ai pas fait comme beaucoup, monter à Paris pour me faire connaître et cetera. Non, moi j'habitais déjà en Dordogne à l'époque et donc parce que je suis normand d'origine et donc à partir de là, ce qui s'est passé, c'est que, bah, finalement, j'ai réussi à publier, mais à compte, d'auteur avec mes parents qui ont créé une association qui s'appelait Les Précieuses Écritures et c'est là que j'ai commencé vraiment à me faire connaître. Alors, ce qui s'est passé aussi, c'est que les événements m'ont donné raison, si je puis dire. C'est-à-dire que mon premier roman, je suis parti du côté sentimental et quand mon mentor m'a dit: «Il faut que tu lui mettes un peu plus de punch à ton livre», c'est là que je me suis dit: «Pourquoi ne pas parler du harcèlement scolaire?» C'était un sujet qui était très peu traité à l'époque, voire pas du tout en littérature à part un auteur, Guy Jiménez, qui en avait parlé un peu, mais sinon, dans les médias, on n'en parlait pas, il y avait aucune prévention, rien du tout. Et donc, c'est là que je me suis dit, pourquoi ne pas en parler, mais du point de vue d'un adolescent, avec le côté d'être différent des autres, voilà, le harcèlement moral et physique au collège, puisque moi, je l'ai connu il y a 20 ans, entre 2001 et 2005, au collège catholique, en plus, avec les bonnes sœurs, etc. Et là, c'est en mettant l'angle, le point de vue sur le harcèlement scolaire que les choses ont pris une autre tournure. Quand j'ai commencé mon premier salon du livre, déjà j'étais le plus jeune de la région, voire un des plus jeunes de France, parce que j'avais 21 ans à l'époque et on n'avait pas l'habitude de voir des jeunes publier des bouquins. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à parler du harcèlement scolaire, ça a éveillé notamment les adultes. Parce que paradoxalement, j'ai eu très peu de jeunes parmi mon public. Quand je parle de jeunes, c'est des jeunes de 10, 20 ans. C'était des grands-parents et des parents essentiellement. Et le mois suivant, en janvier 2012, on commence par un fait divers, enfin classé fait divers, mais un écho national d'un suicide d'une jeune fille qui s'appelait Pauline Fourment et à ce moment-là, elle s'était suicidée avec le fusil de chasse de son père dans la nuit du 2 au 3 janvier 2012. Elle avait 13 ans. Elle était harcelée et cyberharcelée à l'école. On lui crachait dans son assiette à la cantine. Elle était surnommée le garçon manqué. Et là, il y a eu quelque chose qui s'est produit. À l'époque, le président de la République, c'était Nicolas Sarkozy, qui fait beaucoup l'actualité en ce moment. Mais il y avait aussi Luc Châtel, qui était le ministre de l'Éducation nationale. Et c'est là que Sud-Ouest, le journal Sud-Ouest, m'a contacté et m'a dit: «Oui, on a vu que vous aviez sorti un livre sur le sujet, vous êtes une ancienne victime, est-ce que vous voulez témoigner?» Et là, je me suis dit: «Il se passe quelque chose». Et je ne voulais pas rester spectateur de la situation. Je me suis dit: «Peut-être que j'ai un rôle à jouer dans cette histoire». Au départ, quand j'ai publié le bouquin et même quand je l'ai écrit, je pensais pas du tout à une notion de célébrité ou quoi que ce soit. Je me suis même dit que ça allait pas fonctionner, que ça allait passer inaperçu. Franchement, j'allais dire, je me sous-estimais plutôt qu'autre chose. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'avec Sud-Ouest, il y a eu ce superbe article qu'ils m'ont fait d'ailleurs à l'époque, et je les en remercie. Et il y a eu une pétition que j'ai lancée par la suite. À l'époque, je pensais qu'elle allait récolter 1 million de signatures, donc j'étais vraiment naïf. Ça a récolté 2200 signatures en 2 ans, donc c'est pour dire un petit peu l'écho à l'époque. Je connaissais encore une fois personne, donc j'ai vraiment fait mes armes sur le terrain, les salons du livre, les dédicaces. Et j'ai eu une boîte de production, Téléparis, qui m'a contacté aux alentours de janvier-février 2012 en me disant: voilà, est-ce qu'on peut tourner un reportage sur votre parcours, savoir ce que vous avez vécu, etc. Et j'en parle avec mes parents et c'était pour Énergie 12 à l'époque. Alors j'étais pas fan de la chaîne, hein, loin de là, parce qu'avec Confession, machin et cetera. Et puis, je me suis dit: «Bon, j'ai quand même l'opportunité de présenter mon parcours et de faire connaître le livre et mon combat, donc allons-y». Le problème, c'est que ça s'est pas passé comme prévu par la suite parce que j'ai tourné le reportage, ça OK, mais le reportage n'a jamais été diffusé sur Énergie 12 et j'ai attendu 5 ans avant qu'il soit, diffusé sur RMC Découverte. C'est une petite parenthèse, mais qui montre bien le monde de la télé tel que j'ai pu le connaître très vite fait. C'est que, en fait, l'émission n'a jamais été, diffusée comme prévu. À l'époque, il y avait des présentateurs comme Morandini et c'est peut-être aussi un mal pour un bien que j'ai échappé à ça, qui devait diffuser ça en septembre 2012 pour une émission qui devait s'appeler Victimes, où on devait avoir plusieurs profils de victimes et finalement, ce qui s'est passé, c'est que c'est passé en décembre 2017 sur RMC Découverte. Et l'ironie de l'histoire, c'est que j'ai ouvert ma chaîne YouTube
en décembre 2017 avec ce reportage et qu'il a été censuré au mois d'avril dernier pour des questions de droit d'auteur. Donc, elle a sauté de ma chaîne. Elle est sur Crowdbunker aujourd'hui, sur ma chaîne Crowdbunker. Mais voilà, il y a eu ce phénomène-là, je n'ai toujours pas compris. Et donc, pour en revenir à ce reportage, au parcours, donc après les années de fac suivants, j'ai continué à écrire et puis je me suis engagé pleinement et c'est là qu'on m'a dit: «Pourquoi vous ne feriez pas des conférences?» Et je lui dis: «Mais je ne sais pas faire des conférences, j'en ai jamais fait, ça se passe comment?» Voilà. Et en mars 2014, j'ai fait une conférence dans une bibliothèque, c'était à Gaillac. Et puis c'est là que j'ai c'est là que j'ai été traité de nazi pour la première fois d'ailleurs publiquement, parce que j'étais pour les, comment dire? J'étais pour le port de l'uniforme à l'école et je l'ai toujours été d'ailleurs, et je m'en suis jamais caché, parce que, et pas parce que je suis fan d'Harry Potter, hein, mais parce qu'à la base, j'ai toujours considéré que le vêtement, c'était une marque de respect vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi-même. C'est aussi pour ça que je suis toujours en costard-cravate parce que c'est mon éducation, c'est comme ça. Moi, je suis né à l'ancienne, j'ai été éduqué à l'ancienne et en famille, on était toujours comme ça, aux anniversaires, etc. C'est un truc, j'allais dire, je devrais même pas me justifier là-dessus parce que quand on a vécu dans le monde d'avant, on peut comprendre ce genre de situation. Mais aujourd'hui, comme tout se bat en couille, forcément, on a du mal à comprendre et donc on passe pour un has-been comme ça. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, hier, je vais commander à manger, je rentre dans un restaurant et j'ai une petite fille de 8 ans qui me dit: «Oh, mais vous êtes trop beau», qu'elle me fait. Et là, je ne savais pas comment réagir. Elle était asiatique. Et je sais que chez les Asiatiques, il y a un respect sur le vêtement, il y a quelque chose, voilà. Et je les respecte beaucoup pour ça. Bon, bref, parenthèse refermée. Mais ce qui s'est passé, c'est que, désolé pour les digressions, hein, j'ai l'habitude, mais disons que par rapport à cette histoire-là de mon engagement, donc j'ai fait des conférences, j'ai fait des interventions en milieu scolaire, j'ai été dans une association et ensuite j'en suis parti, qui s'appelait l'association Les Parents et j'en suis parti par la suite et j'ai fait voilà plus d'une dizaine d'interventions. J'ai rencontré à peu près 1500 à 2000 élèves, on va dire de 7-8 à pas loin de 20 ans en moyenne, donc collège international, lycée, etc. Et aujourd'hui, j'en retire à la fois une grande satisfaction personnelle parce que j'ai essayé d'apporter ma contribution et en même temps, je dirais pas une frustration, mais un immense écœurement par rapport à la période Covid. Je pense que je vais m'arrêter là ensuite parce que sinon je serais trop long. Mais voilà, de cette période-là, c'est-à-dire que j'ai eu une vie avant le Covid, c'était ma carrière littéraire où j'ai misé énormément de temps, d'énergie et d'argent aussi, parce que faut bien comprendre qu'on vit pas de ça. Je compte plus les kilomètres, les milliers de kilomètres que j'ai fait pour aller faire des dédicaces où parfois il y avait 3 pelés de tondu où on attendait derrière son bureau et qu'on était considéré comme un meuble, limite. Il faut le vivre pour comprendre ça. Et finalement, peut-être qu'indirectement, je préparais déjà ma vie d'aujourd'hui qui m'apporte beaucoup plus de satisfaction. Voilà. Merci Nicolas et merci de nous confier ça. Alors tu t'en es jamais caché effectivement du fait que tu as été victime de harcèlement, au contraire même. Hein, tu en parles souvent et tu continues d'énoncer ça et tu as ce combat aussi pour les enfants qui est personnellement ma porte d'entrée et c'est comme ça que je suis rentrée dans la résistance, dissidence, peu importe comment on l'appelle. Qu'est-ce qui a fait, toi, parce que tu disais, tu avais finalement, tu avais compris beaucoup depuis 2011, si j'ai bien suivi, ce système-là, ce système médiatico-politique, ce système dans lequel on vit et au niveau éducation aussi, enfin dite éducation plutôt, qui devrait être instruction, mais qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là, au moment du Covid, parce que tu l'as dit, tu avais compris des choses et tu étais en avance, tu as voulu te positionner et tu as pris la parole publiquement. Qu'est-ce qui a déclenché ça? Pourquoi? Alors, en fait, durant le Covid, c'est la question que je pose souvent à mes invités dans les émissions, c'est comment vous avez ressenti le 16 mars 2020, le Nous sommes en guerre. Et en fait, pour moi, il y a eu deux temps. C'est-à-dire qu'en fait, l'allocution de Macron, il y a eu le 16 mars 2020 et il y a eu le 12 juillet 2021. Et le 12 juillet 2021, je pense de mémoire vivante, je n'ai jamais vu un chef d'État avec un regard aussi criminel envers sa population. Et donc, comment dire, le 12 juillet 2021, j'ai très mal vécu, je l'expliquerai tout à l'heure parce que moi j'ai été suspendu par la suite. Mais le 16 mars 2020, je sens qu'on a basculé. Alors la semaine d'avant, pour être tout à fait dans la confidence et la transparence totale, j'étais en salon du livre encore. Les 7 et 8 mars 2020, j'étais à Lépieux, à côté de Cherbourg,
notamment où j'ai rencontré le camarade Pierre-Jean Chalençon, qui nous a fait les fameux dîners clandestins durant le Covid, et je lui en ai beaucoup voulu à ce moment-là, parce qu'on avait une passion commune, c'était Napoléon. D'ailleurs, c'est pour ça que je lui avais acheté ses ouvrages, et j'ai eu en face de moi, à la dédicace, j'avais Loïc Le Floch Prigent, feu Loïc Le Floch Prigent. Et à l'époque, c'est là que je vois que j'ai passé un cap depuis, c'est que je voulais pas sympathiser avec lui parce que je croyais ce qu'on disait sur lui sur le plan judiciaire, que c'était une ordure, et cetera. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il avait été un fusible aussi dans l'affaire Elf, et que c'était pas il n'était pas aussi pourri qu'on le disait. Et donc je regrette avec le recul, et je vois justement qu'on n'a pas tous les mêmes degrés d'éveil. Mais en réalité, mon degré d'éveil, il a été paradoxal. C'est-à-dire qu'avant 2020, je savais certaines choses parce que j'avais été, heu, initié, pas dans le sens maçonnique, mais dans le sens de l'éveil, sur les réseaux maçonniques, sur la pédocriminalité, sur notamment le Bohemians Club, le Skull and Bones, et cetera, dès 2015 notamment. Et puis, j'ai quand même sombré à un moment dans la propagande Covid sur certains points. C'est-à-dire que le port du masque, par exemple, notamment en 2020, j'ai développé une forme de syndrome de la cabane. J'ai découvert ça à un moment sur internet, c'est-à-dire que je voulais plus sortir de chez moi. J'étais même prêt à ce qu'on soit confiné pendant 6 mois. Il y a eu des moments comme ça de torpeur, une forme d'expérience de 1000 grammes d'ascenseur émotionnel. Je le dis aujourd'hui avec toute la transparence possible, et j'allais dire sans honte en réalité, parce que j'ai été dans l'erreur, mais je m'en suis sorti. Parce que certains ont fait le chemin inverse, qui est beaucoup plus incompréhensible par contre. Des gens qui ont tout compris durant le Covid et qui aujourd'hui, dès lors qu'on leur parle du réchauffement climatique, on va tous crever. Et ça, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je préfère avoir eu mon parcours progressif de discernement, etc., et d'avoir fait des erreurs, mais au moins d'avoir compris. Et justement, par les émissions, j'essaie de faire comprendre que moi aussi, j'ai pu faire des conneries ou mal penser à ce moment-là, si je puis dire. J'aurais jamais été jusqu'à contacter la gendarmerie et à faire de la délation comme ça a pu se faire. Ça, j'aurais jamais pu le faire. Mais des fois, j'avais des moments, je pense, je sais pas, comme si tout était fait, comme si quelqu'un me contrôlait à distance. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'était incompréhensible. Et disons que c'est là que j'ai compris le sens de «Nous sommes en guerre». Plus personne dans les rues, le monde s'arrête, et je crois que c'est ça qui a effrayé le plus de monde, c'est que le monde s'est arrêté. Comme s'il y avait quelque chose d'anormal, sauf que c'était l'histoire d'un virus. Et en fait, à ce moment-là, j'ai pas compris que c'était nous qui étions les victimes de cette guerre. Je l'ai compris bien plus tard. Et donc j'ai eu ce tâtonnement pendant, allez, au moins 1 an, sachant que j'étais confiné. Donc j'ai mon travail, à l'ASCO, puisque j'étais guide touristique à l'ASCO à ce moment-là, le site ferme. En plus, ça s'est passé dans des conditions très particulières, puisque en rentrant du salon des livres de l'Épieu, j'étais en vacances, en fait. J'avais pris des vacances, et je ne savais pas si l'entreprise allait réouvrir le dimanche, parce qu'en plus, je devais recommencer mon travail le dimanche. Et j'apprends de manière interposée, sans avoir de message officiel de ma direction, que en fait, le site ferme le lendemain. Donc, j'ai failli retourner sur le site fermé. Donc déjà, le problème de communication est énorme. Ensuite, il faut rappeler qu'il y avait les élections municipales, le premier tour, le 15 mars. Et là, on s'est dit, mais attends, on va sûrement fermer le pays, et on nous demande d'aller voter, et le deuxième tour n'aura lieu que 3 mois plus tard, etc. Donc déjà, il y avait un truc qui puait. Le 16 mars, il y a l'allocution de Macron. Ensuite, le confinement, au départ, ça semble être comme des vacances. Et au final, on se dit, putain, il y a un truc qui ne va pas au bout de 3 semaines, ça commence à faire long. Moi, j'en ai profité pour ne plus m'occuper d'Internet. J'étais plus sur les réseaux quasiment. Je regardais des films. Toutes les séries, tous les films, etc., qu'on m'avait parlé, que j'avais jamais pris le temps de voir, je me suis fait 120 films en 55 jours. Je me suis fait une sorte de marathon. Donc, je me suis regardé Black Mirror, par exemple, des films dystopiques. Et c'est là que j'ai compris. Je me suis dit, putain, mais c'est ce qu'on est en train de vivre sur certains points, le crédit social, etc. Et finalement, cette période-là m'a beaucoup appris pour la période actuelle, pour les émissions, pour les références, etc. Donc, en fait, j'ai essayé de, voilà, je voyais tous les soirs Jérôme Salomon qui venait nous casser les burnes avec le nombre de morts Covid, etc. Et c'est vrai qu'à regarder ça, je me suis rendu compte qu'on rentrait dans une forme de psychose. C'est pour ça que je dis, ça peut arriver à tout le monde. Il n'y a pas de meilleur ou de pire. C'est-à-dire que dès lors qu'on se laisse hypnotiser par les informations télévisées en continu, on peut tomber dans une spirale suicidaire quasiment. C'est quelque chose vraiment, l'hypnose, c'est pas, voilà, j'en parlerai demain d'ailleurs avec Rachel Fortin, mon invité, c'est quelque chose de très puissant. Et ensuite,
je suis tombé donc avec la reprise du travail et c'est là que, bon, nous, on devait porter le masque. Alors moi, ça me plaisait pas, mais bon, j'allais dire que j'avais pas le choix. Si, avec le recul, j'aurais eu le choix, j'aurais pu très bien démissionner. J'ai eu la faiblesse, j'allais dire, de continuer, voilà, de le faire. Et puis, ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai continué comme ça. Il y a eu deuxième confinement pour nous, en plus, au boulot d'octobre-novembre 2020 jusqu'à quand même mai. Ça a duré 7 à 8 mois, nous, le confinement. J'avais des collègues, mentalité de fonctionnaire, qui disaient: «Oh, mais moi, je serais bien resté 10 ans en confinement puisque je suis payé à rien faire et je reste chez moi». Et aujourd'hui, on en paye le prix, hein, beaucoup, notamment sur le plan de la santé pour ceux qui se sont fait injecter. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le 12 juillet 2021, le couperet tombe. S'il n'y a pas de passe sanitaire, si vous ne vous faites pas injecter, ça concernait les soignants, mais après ça a concerné d'autres domaines, parce qu'on oublie souvent qu'il n'y a pas eu que le corps médical. Les fonctionnaires, pas tous, parce qu'entre la gendarmerie et la police, il n'y a pas eu le même traitement de faveur suivant que vous soyez militaire ou force de l'ordre. Oui, Lise? Oui, non, mais juste pour rebondir sur ce que tu dis et étayer, parce qu'effectivement, à chaque fois, on parle des soignants, et pour avoir été suspendue moi-même, je peux en témoigner, c'est au sens large, c'est-à-dire que moi, je fais partie du médico-social, je suis travailleur social, Bien et j'ai sûr, été suspendue aussi. J'ai un ami très proche qui faisait juste la navette jusqu'à l'hôpital de Montpellier pour amener des organes, etc., qui ne faisait que conduire, c'est primordial, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais je veux dire, il n'avait aucun contact avec du personnel, des personnes autres. Il était dans sa camionnette, il a été aussi suspendu. Il y a des personnes qui étaient dans l'administration des hôpitaux ou des cliniques qui ont été suspendues aussi. Donc je pense qu'il faut ouvrir plus large et arrêter de bien dire les sûr. soignants. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de À champs, de l'ASCO, corps de j'ai métier. rencontré justement à l'ASCO, je suis tombé une fois, c'était un soir avant de finir le travail, c'était les derniers visiteurs et je vois une dame qui, heu, qui boite, qui, a même un comment on appelle ça là? Oh, ça me vient plus Déambulateur? le non, non, Non. non, pas un déambulateur, elle a des béquilles et puis, je lui dis, sans vouloir être indiscret: «Qu'est-ce qui vous est arrivé?» Elle me dit: «Bah, j'ai eu 3 doses». Ah putain, je suis tombé sur le cul, excuse-moi d'être vulgaire, hein, mais Heu, je lui dis: «Mais vous avez» alors c'est là que j'ai pris conscience du truc. Je lui dis: «Mais vous avez été injecté de quoi?» Elle me dit: «Pfizer» et cetera. Je lui dis: «Mais vous travaillez dans quoi?» Elle me dit: Je travaille au centre des impôts». Mais je lui dis: «Attendez, vous êtes pas confronté au public?» Elle me dit: «Oui, mais j'étais au bureau et cetera et en fait, ça nous a concernés aussi, on nous a imposé de faire ça». Et c'est là que j'ai compris à quel point ça avait été arbitraire. C'est-à-dire que d'un côté, on a eu les clubs échangistes qui restaient ouverts pendant que des librairies étaient fermées au cas où les livres seraient objets de contamination. Je rappelle aussi qu'on a fait une peur bleue aux gens. Moi, j'avais peur en revenant du boulot qu'on n'ait plus du tout de pourboire parce que les pourboires, ça existait encore. Moi, j'ai eu la chance d'en avoir quand j'étais guide touristique et quand j'ai vu que, on disait aux gens: «Les pièces de monnaie, les billets, faut plus en donner, faut payer en carte», voilà, l'euro numérique a déjà été préparé à ce moment-là et on nous a dit, «Si vous donnez, vous allez contaminer» et en fait, je me suis jamais fait autant de pourboires que depuis durant le covid. C'est terrible, hein, ce que je dis, hein. Moi-même, je me dis: «C'est pas possible de penser comme ça». On était masqués, on avait, les distances, les machins, tout ça. On a changé notre botte de visite à l'ASCO 4 dans le corps de visite. On a fait des visites, moi, les meilleures que j'ai jamais faites de ma vie, avec des applaudissements à la fin. Ça a duré comme ça pendant 2 ans. J'avais pas envie qu'on revienne à l'ancienne version. On est revenu à l'ancienne version. J'ai été suspendu, je me suis même suspendu moi-même en réalité, puisque ce qui s'est passé, c'est que fin 2021, on a eu le pass sanitaire. Alors là, ça a été un problème de conscience parce qu'en réalité, j'ai commencé, à faire les tests antigéniques, à domicile. J'avais 2 infirmiers qui se relayaient chaque semaine puisqu'en fait, il y avait tous les 3 jours et puis, j'avais un infirmier qui me dit à ce moment-là, il me dit: «Écoutez Nicolas, moi je connais quelqu'un, un faux pass», je dis: «Écoutez, c'est très gentil à vous, mais je refuse. Je refuse parce que non, je tricherai pas. Je tricherai pas, j'affronterai jusqu'au bout et je veux savoir jusqu'où ce système est prêt à aller, dans l'ignominie et j'ai pas été déçu du voyage et ce qui s'est passé, c'est que en réalité, je m'en souviendrai toute ma vie de ce jour-là parce que c'était le jour où Joséphine Baker était panthéonisée.
Joséphine Baker, en plus, a une histoire avec Lascaux. Et mon ancien lycée, qui s'appelait Près de Cordy, a changé de nom récemment et s'appelle Joséphine Baker maintenant. Donc, pour te dire. Et c'est le jour où Zemmour se lançait à la présidentielle. Donc, je me rappelle très bien. C'était le 29 novembre 2021. Et c'est là que j'envoie le mauvais QR code à ma hiérarchie. Véridique. C'était passé du 72 heures à 24 heures quand Véran avait fait sa conférence de presse. Et ce qui se passe, c'est qu'on me dit, vous pouvez pas venir travailler, vous n'avez pas le bon QR code. Et c'est là que, comme un con, je me suis dit, mais je vais me débrouiller, je vais vous faire le test, etc. Et là, ils ont refusé. Je me suis dit, bon, bah, si c'est comme ça, terminé, allez vous faire foutre. Et donc, je me suis mis en arrêt maladie. Et je me suis dit, je vais quand même pas payer 25 euros, parce que c'était 25 euros à chaque fois les tests en plus. Donc, je perdais de l'argent chez moi pour aller choper l'autre moitié du salaire, parce que grosso modo, mon salaire journalier, c'était 50-60 euros à peu près. Donc en fait, je payais une partie pour gagner l'autre partie en payant les frais de route en plus. Et je me suis dit, mais attends, t'es complètement con, fais pas ça. Tu vas te ruiner et en plus, tu es en bonne santé, t'as rien à prouver. C'est-à-dire que, voilà, je tombais pas malade, quoi. Simplement parce que c'était ce putain de QR code, c'était même pas la question de savoir si j'étais injecté ou pas, j'aurais donné un faux et j'aurais vu que du feu. Mais bon, avec la chance que j'avais, j'ai pas voulu tester. Et donc, c'est là que je me suis mis en arrêt maladie, 3 fois de suite. Et en janvier 2022, je décide à ce moment-là d'attendre comment ça va se passer, et cetera. Je tombe en parallèle sur Serviteur du peuple avec Zelensky comme acteur. Je le dis parce que le conflit en Ukraine est arrivé un mois après et je me suis dit quand même, il y a pas de hasard. Et le 29 janvier 2022, le couperet tombe, je reçois un mail de ma hiérarchie qui me dit voilà, enfin qui dit en fait un message général, tous ceux qui n'auront pas le pass vaccinal ne pourront pas venir travailler. Donc ça n'a pas été vous êtes suspendu, etc. Ça s'est passé, j'allais dire, de manière assez plat. Et franchement, je ne savais pas quoi faire. Je connaissais pas d'avocat, je faisais pas encore d'émission, voilà, j'étais dans le flou le plus vaste. Et j'ai dit à mes proches, je vais me protéger parce que bon, je risquais, j'avais peur du licenciement quand même. Voilà, il y avait toujours cette contrainte-là et je me suis dit: «Je vais me mettre en congé sans solde». Alors c'est peut-être pas la meilleure solution que j'ai eue, mais c'était la plus urgente que j'avais trouvée et comment dire? J'ai pas répondu aux mails, donc je suis pas allé travailler parce que de toute façon, j'avais pas envie de me faire chier à me faire repousser et cetera. De toute façon, j'étais déjà en arrêt maladie et donc ce qui s'est passé, c'est que, je me suis mis en congé sans solde, le temps nécessaire, ça a été validé par ma hiérarchie et dès le 14 mars, au moment où Macron fait sa conférence de presse en disant qu'il va lever l'obligation vaccinale, et je rappelle que depuis, il n'a jamais abrogé l'obligation vaccinale. Donc demain, s'il se réveille du pied gauche et qu'il veut la remettre, il peut, surtout qu'en ce moment, on refait la propagande sur la grippe, etc. Et là, eh bien, à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que ma DRH m'envoie un mail, mais dans l'heure qui suit, et elle me dit: «Nicolas, on vous attend dimanche prochain en forme pour revenir au travail». Donc comme si ça a été très bizarre en fait comme situation et je plains fortement ceux qui ont subi des cas très compliqués. J'en ai reçu un, Éric Mercier et tant d'autres. Moi, ça a été assez soft en fait, c'était bizarre. Ça ne veut pas dire que j'oublie pour autant et que je pardonne à ma hiérarchie, parce qu'en fait, j'ai été le seul. C'est ça le truc, c'est qu'on était quoi? 3-4 à vraiment vouloir résister. Sur 88 employés de l'entreprise au total, j'ai été peut-être un des seuls suspendus. Donc c'est ça la réalité. Même ceux qui étaient les plus résistants, il y avait des problèmes de crédit, de immobilier, de dette, de choses comme ça. Moi, j'ai dit: «Je vais jusqu'au bout». Je savais pourquoi j'allais jusqu'au bout, parce que je savais que c'était un poison cette merde et que je voulais pas me suicider. Moi, je suis pas suicidaire, donc je vais pas m'injecter un truc dans le corps en sachant que j'ai des risques. Voilà, si c'est pour finir avec la maladie de Charcot ou quoi que ce soit, quand je vois les victimes des blessures de guerre Covid aujourd'hui, j'ai énormément d'empathie pour elles parce que Marie-Charlotte Boutier, par exemple, que je salue, elle était pharmacienne, elle s'est fait 2 doses parce que la pression sociale a été tellement forte. Donc, je n'ai pas de j'ai pas de, comment dire? De rancœur ou quoi que ce soit. La seule rancœur que j'ai, en tout cas la seule colère que j'ai, c'est contre les tyrans. Ça, c'est pas la même chose. Tous ceux qui se sont fait injecter et qui ont dit: «Tu te fais injecter parce que moi je l'ai fait, vous êtes des enculés, des antivax si vous le faites pas», ça, ces gens-là, je leur pardonnerai pas. Parce qu'ils ont participé pleinement à cette situation et ils y participent encore sur d'autres plans, le climat et cetera. Mais voilà, il y a eu cette période-là, ça a été une brisure dans ma carrière à Lascaux. Au départ, quand je suis arrivé à Lascaux en 2016,
j'étais parti pour 10 ans. Dans ma tête, je me suis même dit: «Je vais faire carrière comme guide touristique». C'était le job de ma vie. C'est ce que j'avais dit le premier jour de ma formation. Et puis au final, il y a eu cette période-là et je me suis dit: «Je me souviens pas, d'avoir signé dans mon contrat qu'un jour il faudrait une injection pour pouvoir garder son travail». Ça ne faisait pas partie du plan. Voilà. Alors je sais qu'en Italie, il y a eu des choses et cetera, mais c'était mondial, hein, de toute façon, le discours de Macron, c'était du McKinsey comme en Espagne, comme partout. Ça a été calqué mondialement et d'ailleurs, je viens de finir ce matin cet excellent ouvrage qui en parle. C'est C19 de Pierre Lefebvre et Patrick Ledrapier. Avec Corinne Lalo, ils font partie, je pense, des ouvrages les plus incroyables sur le Covid. C'est un devoir de mémoire exceptionnel. Donc, je suis en pourparlers avec eux pour faire une émission prochainement. Tu te rappelles, Nicolas, il y avait eu un montage de faits, mais qui était génialissime, je me rappelle plus l'origine et qui a fait ça. C'était toutes les télés du monde entier qui parlaient. Tu sais, il y avait et les images et les mots en même temps. Oui, bien sûr. C'était Et c'était pas de impressionnant. l'intelligence artificielle, Non, c'était pas le fameux, tu sais, le fake là, quand tu prends ouais, Obama et que tu lui fais dire n'importe quoi, même s'il ouais. dit déjà n'importe quoi par principe, mais euh, aujourd'hui on arrive à faire ça avec l'IA. Mais voilà, c'est-à-dire que cette période-là a été incroyable par l'abjection dont beaucoup de gens ont été capables. C'est ça aussi la réalité. Moi, j'ai vu des gens qui m'ont traité de criminel, honnêtement. Je les en remercie parce qu'aujourd'hui, je ne les vois plus. J'ai fait un tri aussi, hein, autour de moi, hein. Je ne suis pas un cas exceptionnel, loin de là, hein. On a tous fait un tri et aujourd'hui, non seulement je suis content d'avoir quitté l'ASCO, ça va faire 2 ans bientôt. Je bénis ce moment de départ. Alors je bénis dans le sens où je suis content d'avoir eu le courage d'en partir. Parce que j'ai dit à mes collègues, c'était le 28 février 2022 quand je suis parti, j'aurais dit à mon pot de départ: «Si vous vous levez un matin et que vous n'avez plus la flamme, partez. Ne faites pas endurer à vos collègues votre aigreur et comment dire? Oui, l'aigreur et puis le j'ai plus envie. Voilà, j'ai connu ça dans l'entreprise avec des gens qui étaient là parce qu'il fallait gagner sa vie et qui n'avaient plus la flamme et c'est très pénible à vivre. Et moi, justement, je suis parti pour me consacrer aux émissions. Bon, j'y reviendrai par la suite, mais voilà, cette période-là de Covid, en fait, il y avait un éveil. En même temps, ça a été une sorte de tunnel. Alors bien sûr, dans les commentaires, tout le monde a raison là-dessus, hein, sur les femmes enceintes, et cetera. On a réussi à faire gober des trucs, mais c'est hallucinant que l'expérience de 1000 grammes, en plus, je me suis fait comme Icare pendant le premier confinement. Et encore une fois, le premier confinement, j'ai l'impression que ça a été mon processus d'éveil accéléré en matière cinématographique. C'est-à-dire que je me suis fait tous les films possibles et inimaginables, les plus délirants qui soient. Et aujourd'hui, je me dis: «Mais finalement, le covid, le premier confinement, ça a été un moyen de me préparer à aujourd'hui». Parce que les émissions, je les ai commencées en réalité le 16 février 2023 et justement parce que Mathieu Biasotto, un auteur toulousain que je salue, s'il nous regarde, a été celui qui m'a déclenché ça. C'est-à-dire qu'il a vécu quasiment la même façon le covid que moi. Quand, je récupérais mes courses, je les désinfectais. J'ai fait des trucs quand j'y pense, je me dis: «C'est» lui, il allait dans son garage, il se foutait à poil et puis il se désinfectait les bites. Non mais voilà, on le dit parce qu'on est J'en ai passé par des connu stades. aussi, t'inquiète Bien pas. Oui, sûr, oui, bien j'ai sûr connu des et personnes quand comme j'ai lu ça. son bouquin La pelote de laine et la pelote bleue, c'est là que je me suis dit: «Il faut absolument que je fasse quelque chose avec Mathieu, qu'on ça dépasse l'écrit» et moi qui suis issu du monde littéraire, avec l'écrit, je me suis dit: «Il faut passer à l'étape suivante, c'est la visio, c'est l'image». Parce que j'ai eu l'insouciance et la naïveté de croire que réussir dans le milieu littéraire, c'était une question de talent littéraire et de sujet. Et en fait, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, depuis très longtemps, mais je ne voulais pas le voir, c'est que l'image supplante l'écrit. Et donc, de ce fait, l'écrit doit toujours demeurer, quoi qu'il arrive. Mais je me suis dit, avec les visios, il faut faire ça. Et donc, Mathieu m'a appris à utiliser StreamYard, qu'on utilise ce soir. Je ne connaissais pas du tout. Moi, je ne savais même pas comment on faisait des visios. Je voyais, par exemple, David Guillon, Maître Brusa, je voyais plein de gens, Divisio, etc., faire des visios. Et en fait, j'ai eu ce moment-là, ça m'a pris 2-3 mois pour y réfléchir, fin 2022, en lisant le bouquin de Mathieu, qui était en accès libre gratuitement, et je le remercie aussi pour ça. Je me suis dit, mais c'est incroyable, il dénonce BlackRock, etc. Faut qu'on fasse quelque chose. Et ça, je me suis dit, moi qui ai l'habitude, comme ce soir, d'être invité et de parler et d'être interviewé, est-ce que je suis capable de passer de l'autre côté et de changer le rôle?
j'avais un peu le trac. Je me suis dit, «Je vais me lancer, mais j'en sais rien du tout. Je sais même pas si ça va fonctionner». Je me suis dit: «Je vais me lancer, hein, il faut bien». Je venais de revenir sur Twitter en plus avant que depuis que Musk venait de racheter Twitter, fin 2022. Je me suis dit: «Je vais voir» et puis, avec Mathieu, on discute, on décide d'une émission et puis le 16 février, donc je me lance et je prends un plaisir dingue à faire ça, à discuter comme on fait ce soir et je me suis dit: «Mais c'est génial comme truc, on va faire ça» et bon, ma chaîne YouTube, elle avait 554 abonnés ce jour-là. Je me suis dit: «Bon, on va voir». Je relançais ma chaîne YouTube où j'avais mes passages vidéos et cetera et puis, le lendemain, enfin, après l'émission avec Mathieu, je me suis dit: «Qui je pourrais inviter?» et puis, avec, Stéphane Cuvillier, on se suivait, je le connaissais depuis un certain temps. Je me suis dit: «Tiens, je vais inviter Stéphane». Alors, avant, c'était Pierrick Thévenon, pardon, le pompier suspendu aussi et puis après, il y a eu Stéphane et je me suis dit: «Voilà, je me lance. Si je fais 3 émissions et que ça décolle un peu et que je vois qu'il y a un truc qui se met en place, bah, je vais continuer» et ça s'est mis en place. Sinon j'arrêtais, hein. Honnêtement, j'avais prévu de supprimer ma chaîne YouTube, j'avais prévu d'arrêter donc il y a pas eu et ça je le dis tout de suite, il y a pas eu de financement du Kremlin ou de conneries de ce genre ou quoi que ce soit. J'ai pas été téléguidé par, une opposition contrôlée ou quoi que ce soit. C'est vraiment, ultra basique, c'est même simpliste comme départ et puis, là je me suis dit: il y a un truc qui se met en place et comme j'étais sur Twitter, je me suis dit: «C'est génial parce que Twitter, c'est Charlie et la chocolaterie». Je peux contacter qui je veux. Par exemple, j'avais découvert Morad El Hattab à ce moment-là, il parlait de pédocriminalité. J'avais Françoise Nicolas aussi que je connaissais de nom parce que je connaissais Stéphanie Gibaud depuis une conférence qu'on avait faite en 2019 à Paris, une semaine avant l'incendie de Notre-Dame, donc je me rappelle bien. Et puis voilà et donc je me suis dit: «Tiens, je vais les inviter». Je préparais pas mes émissions. Ah, ça a été très, très amateur au départ, hein. J'avais encore un micro casque, voilà, bon, je parlais déjà beaucoup, ça c'est pas nouveau. C'est un défaut que j'ai, mais ça, j'ai été payé pendant 7 ans à la SCOP pour parler, donc forcément, ça laisse des traces, hein. Si je parlais pas, ça m'angoissait. Le silence m'angoisse, moi, donc voilà et je m'ennuie très vite en plus. Mais ce qui s'est passé, c'est que, il y a eu ça et puis après ça a pris, ça a pris, ça a pris et puis bon, bah, j'ai appris à communiquer là-dessus sur les réseaux sociaux et en l'espace d'un an, je suis passé de 500 à 10 000. Sans sponsoring, sans monétiser ma chaîne, que j'ai jamais monétisée d'ailleurs, et je vais expliquer pourquoi de manière très simple. C'est parce que la censure et l'invisibilisation a fait que je me suis dit: «J'ai pas envie d'être payé par YouTube qui pourra me faire ce qu'il veut et cetera». Même si tout le monde ne pense pas comme ça et je respecte, mais j'ai pas eu envie d'avoir de compte à rendre à YouTube. Sachant que demain, si ma chaîne elle saute, il n'y a plus de YouTube en fait. Voilà. Donc ça a été un choix que j'ai fait. Et j'étais à l'ASCO, mais je m'y sentais de plus en plus mal. J'avais fait le tour et je sentais que j'étais plus à ma place. Et les émissions prenaient de plus en plus d'impact. Donc en fait, les gens commençaient à me reconnaître à l'ASCO. Ça a été ça le plus incroyable, c'est qu'en 10 ans de carrière littéraire, c'était dans les salons du livre qu'on me reconnaissait. En l'espace de quelques mois d'émission, limite, on me reconnaissait dans la rue. C'était quelque chose qui était nouveau pour moi et toujours bienveillant et cetera en général et là, je me suis dit: «Je vais faire ça. C'est ça que je dois faire». C'est plus rester à Lascaux à m'enfermer dans un bâtiment bétonné à faire des visites guidées, c'est m'ouvrir à ça. Les émissions, heu, voilà, ça a Et été très important et j'ai reçu Pierre Hilard pour la 100e émission, c'était en février. Ça a été un moment incroyable et donc j'ai décidé à ce moment-là, courant du mois de janvier, j'étais en vacances et je me suis dit: «Je vais quitter l'ASCO» et mes proches étaient inquiets parce qu'ils se sont dit: «Attends, tu vas quitter un CDI, tu vas faire quoi?» Parce que je vivais, bah, j'avais à peu près le SMIC, un peu plus. Je me suis dit: «Bon, comment je fais?» Je ne voulais pas faire le tapin pour le système, je voulais pas être subventionné. J'ai dit: «Je vais créer une cagnotte Tipeee» et j'avais d'ailleurs eu le conseil de Greg Tabibian qui m'avait dit: «Écoute, je te conseille Tipeee» et puis, j'ai créé une boîte postale et puis je ne vis que de ça. C'est-à-dire que j'ai quitté l'ASCO. Alors, je ne vis que de ça dans le sens où j'ai fait une rupture conventionnelle. Là, je suis vraiment transparent là-dessus parce que je sais qu'il y a beaucoup d'interrogations, parfois de rumeurs, mais moi, c'est très clair dans mon esprit, c'est que il faut savoir que quand on fait une rupture conventionnelle et qu'on quitte son boulot, on a droit au chômage pendant 18 mois. D'ailleurs, Gabriel Attal a failli revenir là-dessus en mettant à 12 mois quand il était à Matignon. Donc, j'ai toujours droit au chômage. Donc, c'est en complément. Je me suis emmerdé avec l'URSSAF, etc. En plus, qui est un organisme illégal, mais bon, c'est un autre débat. Mais voilà, disons que pour toucher encore le chômage, il faut que je déclare l'URSSAF et compagnie.
Mais grosso modo, pour être tout à fait transparent avec les spectateurs, quand j'ai créé ma boîte postale, quand j'ai créé ma cagnotte Tipeee, ça m'angoissait parce que je ne voulais pas passer pour quelqu'un qui faisait la manche. C'était pas le but. Mais j'ai dit voilà, il faut savoir ce qu'on veut. Soit vous voulez qu'on soit un média mainstream qui s'ignore et qu'on vende des magazines, etc. ou quoi que ce soit. Alors j'ai des confrères qui font ça, je leur jette pas la pierre, c'est normal, il faut bien vivre. Moi, j'ai pas de magazine à vendre, à part mes bouquins, mon bouquin maintenant à déstocker à 5 euros, c'est tout ce que j'ai, mais c'est encore une autre histoire. Et je me suis dit, voilà, pour garder mon indépendance intellectuelle et financière, je m'installe à mon compte tout seul en micro-entreprise. Je dois 25% à l'URSSAF tous les mois et j'ai 8% de Tipeee qui me sont prélevés. La cagnotte, elle est transparente. Je dois avoir presque 800 euros dessus. Donc, il faut enlever 8% à la fin du mois. Je fais un mix des deux et c'est mon salaire. Et ensuite, j'ai l'URSSAF. J'ai au moins 300 euros d'URSSAF facilement par mois à payer. Et ensuite, quand je déclare, eh bien, j'ai le chômage en compensation si je suis en dessous ou pas du barème qui est à peu près le SMIC. Voilà. Donc ça, je ne peux pas faire plus transparent que ça. Ben, Et merci j'ai bien Nicolas pour sûr. cette transparence. Mais Ben par non, contre, mais c'est normal parce que ouais, mais c'est il normal faut, parce que oui, mais parce que pourquoi je suis transparent? Parce que avant l'ASCO, enfin avant les émissions, je l'étais déjà. J'ai aucune raison de mentir là-dessus. Ensuite, parce que deuxième chose, je ne cautionne pas ce qui se passe au niveau étatique avec les subventions d'État. Moi, je refuse d'être racheté par Sterrin, par Bolloré ou quoi que ce soit. Bon, je pense que ça n'arrivera pas, mais j'ai refusé quantité de demandes pour travailler avec des rédactions, etc. On m'a approché, que ce soit sur le plan politique, médiatique, des groupes, etc. J'ai toujours refusé. La seule chose que j'ai acceptée, c'est d'être partenaire avec ma consoeur Stéphanie Reynaud dans le cadre des films livres. C'est la seule chose on que j'ai salue acceptée. d'ailleurs, On qui est salue, génialissime. Oui. absolument. Et d'ailleurs, mardi prochain, elle sera mon invitée avec Joël Etari, une des comédiennes des films libres. Pourquoi? Parce que on a fait un échange de bons procédés. Je lui dis, écoute, je prends tes films libres, tu prends mes lectures audio. Voilà. Et le consensus est là. Et je lui ai dit, comme je le dis à tout le monde, eh bien, je ne bosse qu'avec des gens qui ont les mêmes principes que moi. Sinon, c'est pas la peine de venir me chercher. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de transparence, s'il n'y a pas de franchise, si on lave son linge sale en public, chose que j'aborde par-dessus tout, c'est-à-dire que on passe son temps à taper sur le système, on est en train de devenir le système. Voilà. C'est pour ça que je ne cite pas de nom. J'ai pas besoin de Merci, citer de nom. vraiment merci. Euh, et il y a un truc aussi que je déteste, pardon pour certains confrères qui se sentiraient visés, mais je déteste le putaclic. Ça, c'est quelque chose euh, que je déteste, c'est-à-dire, par exemple, quand je vois sur Twitter alerte info en majuscule, etc. Putain, on a l'impression que c'est comme si on prenait une baffe, quoi. Mais vous pouvez pas écrire correctement, bonjour déjà, ça serait pas mal, il se passe ceci, il se passe cela. Alors peut-être que je vais me faire des ennemis, peut-être que certains refuseront. Mais moi je le dis, et je le dis parce que j'essaye de ne pas pratiquer ça. Alors je ne dis pas que je fais pas d'erreur, attention, hein, je ne suis pas parfait, je fais des conneries, ça m'arrive. J'essaye de reconnaître mes erreurs, de corriger aussi. Je sais que j'ai des défauts, je parle beaucoup, il m'arrive de couper la parole à mes invités. Je suis passionné. Moi, je ne sais pas faire autrement. Alors, c'est peut-être un côté hypersensible, j'en sais rien. Mais disons que j'agis comme j'agirais dans la vie. Je ne suis pas différent et les gens qui me connaissent dans la vraie vie, qui m'ont déjà rencontré, je ne pense pas qu'ils aient vu une double face. Il n'y a pas un Nicolas Bouvier visuel et un Nicolas Bouvier virtuel. Je vais à Vierzon le 8 novembre pour la rencontre des médias indépendants. Je vais rencontrer des centaines de personnes. J'agirai exactement comme je le ferai ce soir. Parce que pour moi, il doit y avoir, comment dire, il doit y avoir une conscience, une éthique. Voilà, je ne fonctionne pas, je ne sais pas faire autrement. D'ailleurs, ce qui est ironique dans l'histoire, c'est qu'un des défauts qu'on m'a souvent reproché, c'est que je ne savais pas mentir. On m'a dit, mais toi, tu ne sais pas mentir, tu es trop honnête, etc. Tu dis trop les choses, tu ne sais pas garder les choses pour toi. Je dis non parce que j'ai gardé pendant 4 ans le harcèlement que j'ai subi. J'ai dit, j'ai fermé ma gueule pendant 4 ans, maintenant c'est terminé. C'est terminé. Parce que justement, ça a trop duré et parce que l'omerta, c'est ça. Et Nicolas, du coup, il y a eu plusieurs questions qui me viennent en t'écoutant parler. Je te remercie pour toutes ces clarifications. Je voulais juste préciser quelque chose quand même. Quand tu parles justement de transparence, et ce dont les spectateurs n'ont pas beaucoup conscience, et il faut le souligner, c'est que quand même tu prends ton temps, de ton énergie, tu Mmh. utilises ton électricité pour diffuser sur StreamYard, c'est payant tous les mois, donc ça te coûte de l'argent Ah oui, aussi de faire ce ah travail-là ben oui, pour tu fais la bien d'en parler, communauté. tiens. Ah oui, j'allais oublier ce détail. Alors, je vais continuer à la transparence. Alors, on pourra me le reprocher, heu,
j'ai emménagé dans un bureau parce que chez moi, c'était trop petit. Donc j'ai 350 et quelques euros de loyer par mois. Donc ça, c'est voilà, ça à prendre en compte. J'ai StreamYard, je crois que ça me coûte pas loin de 700 euros par an parce qu'il faut imaginer que j'ai pris l'abonnement qui fait que je peux avoir mes aises, etc. Un temps de. Voilà. J'ai X aussi, Twitter, parce qu'il faut rappeler que le 14 juillet 2024, et ça, j'en veux un peu Elon Musk. Après, c'était sûrement dans sa stratégie, mais il a imposé la pastille bleue pour diffuser les streamings sur X. C'est-à-dire que si j'avais pas pris la pastille, je pourrais pas diffuser sur X ce soir, par exemple. Et donc, je sais que le public de Twitter est quand même important et parfois il est très souvent plus important que celui de YouTube qui bloque les algorithmes et le nombre d'abonnés en direct. Ça, faut le savoir aussi. C'est-à-dire que suivant les sujets, etc., parfois le compteur il est bloqué à 500. J'ai fait une émission sur les suspendus il y a par exemple plus d'un an. On avait 36 000 personnes en direct sur Twitter. Même moi, j'en revenais pas. Sur YouTube, on était bloqué à 500. Ça, c'est un exemple. Donc, j'ai payé la pastille qui me coûte plus de 300 à 400 euros par an. Donc, il faut imaginer que c'est au moins 20 euros à 30 euros par mois. Donc, c'est coûteux. Je ne monétise pas YouTube. D'accord. Donc, les gens qui veulent me soutenir, il y a uniquement ma cagnotte Tipeee qui est transparente, ils peuvent faire un abonnement mensuel, régulier, etc. S'ils n'ont pas confiance, ils peuvent m'envoyer un chèque par voie postale. Je sais que les Belges n'ont plus le chéquier. Et il y en a, en discrétion, etc., ils m'envoient des espèces aussi, en bien protégé, etc. Et je les remercie de tout cœur. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a envoyé, elle se reconnaîtra, 50 francs suisses. Bon, pour les échanger, j'ai un peu de mal, donc je garde en collection. Mais je salue le geste. Mais voilà, donc ça, c'est la première fois que je le dis en plateau, hein. Donc c'est pour te dire que j'ai pas de souci avec l'argent et avec ce souci-là, parce que je cherche pas à être à péter plus haut que mon cul ou à être ultra riche. Moi, je fais ça par vocation. Je me suis rendu compte en faisant les émissions qu'au départ, c'était une dilettante, c'était un plaisir. J'ai attendu un an en me disant si ça fonctionne, je quitte la SCO et je finis dans cette situation-là. Je ne regrette pas le moins du monde. Chaque jour qui passe, je me dis j'ai bien fait. Et je pense que la plupart des gens qui me suivent le pensent aussi. Voilà, donc je fais ce que j'ai à faire. Je calcule pas. Ça a été aussi la recette, on va dire, de ce que j'ai aujourd'hui, c'est que j'ai jamais vu sur 10 ans. Contrairement à ma carrière littéraire où je pensais toujours au bouquin d'après, un peu comme si je devenais un producteur de livres, un fabricant, et je tombais en fait dans le côté marketing plus que dans le côté plaisir indirectement, même si c'était un plaisir d'écrire. Alors que là, aujourd'hui, j'en suis à un stade, et c'est ce que je recherchais, c'était presque d'être un média à part entière, puisque je suis invité à Vierzon par l'association Cher à tout cœur que je remercie, que je n'ai pas à faire de demandes pour être invité à droite à gauche. C'est toi qui es venu me chercher. Je t'ai pas sollicité pour être invité. Moi, je laisse faire les choses. J'ai tellement de travail et tu peux le témoigner, hein. Ça fait au moins, tu l'as dit au début d'émission, ça fait au moins un mois et demi qu'on prépare l'émission de ce soir. Parce qu'en réalité, je ne savais pas quand j'étais disponible. Là, je suis disponible pour les prochaines émissions en janvier. Donc, j'ai toujours à peu près un mois et demi, 2 mois d'avance. Parce que les lectures audio que j'ai commencé il y a peu me prennent beaucoup de temps. Les lectures tout court, j'ai fini ces 2 livres-là ces 2 derniers jours. C'était des pavés de 500 et 600 pages. Mais voilà, j'ai beaucoup de travail à côté. Et ces lectures audio, ça a été un nouveau concept qui m'est tombé un peu comme ça par hasard en faisant une émission avec Rémi de France au mois de juillet. Et en lisant notamment le manifeste gay qui est dans son ouvrage, je me suis dit, mais en fait, les gens ne lisent plus. Ou en tout cas n'ont plus le temps de lire. Pourquoi ne pas faire des lectures audio? Il y a des gens qui nous écoutent quand ils sont en voiture, quand ils font la cuisine. Sur WhatsApp, Telegram, on se fait beaucoup de vocaux maintenant. Même moi, je m'y suis mis. Pourquoi on ne ferait pas la Constitution lue en 1 heure et demie? Là, j'ai fait deux audios de Claire Sévrac il n'y a pas longtemps que je diffuserai prochainement. Notamment les protocoles des sages des Sions, les protocoles de Toronto. J'ai fait une playlist et je me suis dit, on a la possibilité de toucher un maximum de gens sur des textes parfois inédits, des textes rares, et notamment le testament politique d'Hitler, parce que même moi, je ne le connaissais pas ou j'en avais très peu entendu parler. Et je me suis dit, voilà, maintenant, c'est ça. Mon métier, c'est des émissions, des lectures audio, la lecture des livres, répondre aux mails, parce qu'il faut imaginer que sur une journée, moi, je passe facilement 10 heures par jour dessus, hein, parce que mine de rien, lire, c'est du travail aussi.
Donc je compte pas les heures, mais c'est un plaisir, j'y pense même pas en fait. C'est-à-dire que je sais qu'on est en vacances scolaires là, mais si on me l'avait pas dit, je m'en serais pas rappelé parce que pour moi, c'est permanent. Et il faut faire des coupures. Et d'ailleurs, je remercie les auditeurs qui me disent souvent: «Prenez soin de vous, prenez du recul», parce que c'est vrai que je finis par oublier que les vacances existent. Parce que Ouais. pour moi, le but, c'est vraiment d'apporter une contribution. Et mon nouveau modèle, j'allais dire, c'est Antoine Béchamp. Depuis que j'ai fait l'émission sur Béchamp, je me suis dit: «Ça, c'est un modèle à suivre», parce que c'est quelqu'un qui ne calculait pas, qui n'était pas dans le carriérisme, dans la capitalisation. Il donne, il donne et de toute façon, il reçoit, d'une quelconque manière. Et donc merci à tous ceux qui me permettent de recevoir quelque chose. Et tu vois, c'est marrant que tu parles de vacances et justement, j'ai regardé, aussi l'émission, sur Béchamp que j'ai trouvée passionnante et je ferai une émission aussi avec, Les Pieds à la Terre dans pas longtemps, Ouais, qui m'a envoyé tous les documents et tout, très gentiment de suite, qui m'a contacté et cetera. Nicolas, tu abordes en fait, et c'est ce que j'essaie de faire aussi dans mes émissions, beaucoup de sujets différents. On en parlait en off, hein, que ce soit au niveau politique, géopolitique, social, sociétal, puisque social et sociétal, c'est pas tout à fait pareil. Au niveau de la santé de manière globale, finalement, tu me donnes l'impression, et je me parle à moi-même aussi, de tirer le fil, hein, de la pelote de laine, mais qui n'en finit plus, de cette ouais. pelote de laine toujours entremêlée et de découvrir au fil du temps à chaque fois de nouvelles choses, de nouveaux trucs. Et en fait, tu vois, de lanceur d'alerte à journaliste citoyen, finalement, est-ce que tu ne chercherais pas tout simplement la vérité? Alors, en fait, pour être tout à fait, honnête avec toi, déjà, c'était presque un signe que ma première émission porte sur un bouquin qui s'appelait La pelote de laine. C'était presque prémonitoire. En plus, Mathieu Biasotto m'a dit récemment, puisque je l'ai reçu, l'été dernier, il m'a dit: «Écoute, depuis notre émission, j'ai repris la plume et finalement j'ai décidé de ressortir une pelote de laine». Donc je suis ravi d'avoir servi d'inspiration, en tout cas d'avoir motivé des gens pour ça. Mathieu, je lui dois tout. Sans lui, j'aurais pas commencé les émissions. Donc et je l'ai pas encore rencontré physiquement et j'espère qu'en 2026, j'aurai l'occasion de le faire. Heu, j'ai tellement enfin, je suis presque ému en parlant parce qu'en l'espace de 2 ans et demi d'émission, j'ai eu l'impression de faire 15 ans d'études. C'est-à-dire qu'avoir parce que je suis tombé, comment dire? Sur des personnes avec qui je suis devenu ami, parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est produit. Mais contrairement à beaucoup, moi je n'ai pas honte de le dire. D'ailleurs, la plupart du temps, je tutoie mes invités parce que dans la vraie vie, on se connaît. Je vais pas faire semblant, même si je peux comprendre, hein, le vouvoiement, et d'ailleurs, je l'encourage aussi, mais voilà, avec Marion Sigaud, on se tutoie, avec Jean-Philippe Carrère aussi. Il y a quelque chose, c'est-à-dire qu'on casse les codes. Moi, ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est de pouvoir briser les conventions et les codes pour parler vrai, sans faire référence à l'émission de Sud Radio, je précise, hein. Mais voilà, moi, je voulais rester avec le cœur, parler avec le cœur et aller au fond des choses, quitte à parler des sujets les plus complexes, la pédocriminalité, la franc-maçonnerie. Tu parles de boîte de Pandore, la première boîte de Pandore que j'ai ouverte, c'est celle du harcèlement électromagnétique, qui a été une j'en ai chié avec ce sujet. J'en ai chié, j'ai même eu des menaces, heu, notamment, en recevant une invitée, je ne la citerai pas, mais elle m'a apporté beaucoup d'ennuis, en direct sur le plateau d'ailleurs, où elle a diffamé pas mal de gens. Qu'on les aime ou qu'on les aime pas, mais je lui ai dit qu'elle avait pas été réglo sur ce cas-là et j'ai coupé le lien parce que moi je m'engage, je mets en avant ma crédibilité, mon respect pour le public, et quand on me l'a fait à l'envers en direct, on me l'a fait à l'envers une fois, mais il y a pas de deuxième fois. Moi, j'ai jamais piégé personne en plateau, contrairement à ce qui a été prétendu parfois sur la franc-maçonnerie. Il y a eu des personnes qui se sont révélées en plateau, c'est-à-dire des gens qui se sont confessés, qui ont fait des confidences. J'ai eu beaucoup de gens comme ça qui m'ont dit: «C'est la première fois que j'en parle», comme à toi ce soir, il y a des choses que je dis et que je dis presque jamais d'habitude, parce qu'il y a la confiance qui s'installe, et moi, ce que je tiens par-dessus tout, c'est la confiance, parce que c'est une des raisons pour laquelle j'ai démarré les émissions. C'est parce que je n'avais plus confiance envers les médias traditionnels. La façon de traiter le mouvement des gilets jaunes, la façon de traiter le Covid, la façon de traiter notamment la réforme des retraites, la façon de traiter aussi les conflits géopolitiques, bref, la propagande. J'ai été dans le milieu de la presse de manière saisonnière, c'est-à-dire que j'ai été journaliste stagiaire à l'été de mes 20 ans
à l'été de mes 21 ans à l'Écho de la Dordogne. Donc c'était avant que je publie mon premier roman. Et puis, j'ai été, secrétaire de rédaction à l'Écho de la Dordogne, qui était un journal plutôt classé d'extrême gauche, qui a fermé depuis d'ailleurs, qui a fait faillite. Et, et je voyais la propagande. Mais le journalisme, moi, ça fait 30 ans, en fait, que je suis dedans parce que, dès l'âge de 5 ans, je lisais le journal de mon grand-père à l'envers et je recopiais, les articles en lisant à l'envers. En famille, on regardait, les débats politiques. Là, récemment, je parlais avec des proches, de la scène entre Cohn-Bendit et Bayrou aux européennes de 2019, quand, Bayrou a évoqué le grand bazar sur, la pédocriminalité de Cohn-Bendit, notamment, au sein quand il était assistant d'enfants, etc., etc. Voilà. Moi, j'ai plein de souvenirs télévisuels comme ça, des débats, des allocutions présidentielles. Donc, j'ai baigné là-dedans quasiment toute ma vie. Et en fait, j'avais même envisagé de faire une école de journalisme quand j'étais étudiant, en voulant quitter le droit. Et je me suis rendu compte que finalement, aujourd'hui, j'étais à la place où j'aurais toujours dû être, mais pas de la façon dont je l'espérais, ou en tout cas, la façon dont je m'y attendais. C'est-à-dire pas dans le système, en tout cas le moins possible, à parler de la charte de Munich, que beaucoup ont fini par réapprendre. J'ai découvert grâce à un internaute l'autre jour qu'il y avait la charte d'éthique mondiale du journalisme de Tunis de 2019. J'en ai fait une lecture audio qui sortira prochainement. Et donc à Vierzon, le 8 novembre, et j'invite tout le monde à s'inscrire, il reste encore 300 et quelques places, eh bien, vous aurez donc mes confrères, mes consoeurs, pour parler des médias alternatifs et indépendants, pour parler de la transparence. Et j'essaierai d'être aussi transparent que ce soit pour qu'on puisse échanger sur la liberté d'expression, sur ce que doit être aujourd'hui le journalisme, parce que on voit qu'il y a un vent mauvais, même dans le milieu du journalisme alternatif et indépendant, parce qu'on parle beaucoup d'infiltrés, d'opposition contrôlée. On parle beaucoup voilà, de réseaux, etc. Je ne suis pas dans la table 700, je le rappelle, je n'en ai jamais fait partie. C'est pas parce que j'ai pu recevoir des gens qui en faisaient partie que j'adhère. Je rappelle une notion du journalisme que beaucoup ont oubliée, c'est l'impartialité. C'est-à-dire que, par exemple, quand on parle de Trump, je vais prendre un exemple. J'ai invité aussi bien Joe Masso et d'autres personnes qui sont contre Trump ou qui critiquent beaucoup Trump négativement. J'ai reçu aussi des gens qui étaient favorables à Trump. D'ailleurs, Rachel Fortin, demain, nous en parlera peut-être, puisqu'elle est plutôt de son côté, et d'autres personnes qui ont. Voilà. Pour moi, ce sont les deux camps. Ça ne veut pas dire que je prends parti plus pour l'un, plus pour l'autre, mais pour moi, je reçois les deux camps. Ou en tout cas, je reçois plusieurs sons de cloche. Pour moi, le journalisme, c'est ça. Le problème, c'est que tout le monde a été matrixé à croire que le journalisme, c'est un attaché de presse. Et donc, là, j'avais lu en commentaire au début de l'émission quelqu'un qui disait qu'on n'avait pas été assez pro-palestinien durant l'émission avec Marion Sigaud. Je rappelle qu'une émission n'est pas là pour faire de la propagande et qu'une émission n'est pas censée être à charge ou à être ultra favorable pour. Alors bien sûr, la neutralité n'existe pas. Mais j'ai fait une émission récemment avec Jean-Michel Jacques Marafestin qui m'a donné l'exclusivité de l'entretien sur Climarnac. Et d'ailleurs, je me pose la question de savoir si la tornade, les tempêtes, etc. qu'on a en ce moment sont vraiment naturelles ou pas. Forcément, je me pose la question parce qu'un complotiste est un pessimiste bien informé, si je dévie un peu le proverbe russe. Et donc, de ce fait, voilà. Mais je n'ai jamais. Alors, j'ai adhéré. C'est un grand mot parce que j'y étais 6 mois. J'ai été au Rotary Club. Je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter. Comme ça, il n'y aura plus de soupçons. C'est que quand j'étais étudiant, j'ai été approché par la franc-maçonnerie, forcément. Costard cravate, je lutte contre le harcèlement scolaire, je suis la proie idéale. Je dis proie parce que pour moi, c'est pas un compliment. Mon mentor, d'ailleurs, en littérature, est du 33e degré. Donc ça, je l'ai compris par la suite. Donc forcément, voilà. Ce qui s'est passé, c'est que je n'ai jamais adhéré à la franc-maçonnerie. Déjà parce que j'ai été aussi, j'avais des parents qui m'avaient averti. Et puis le Rotary Club, au départ, j'y suis allé à l'encontre de ma famille, qui refusait que j'y rentre parce qu'ils n'avaient pas confiance. Et moi, naïvement, bon, j'étais une tête de l'art, j'y suis rentré, je me suis dit, je vais faire le bien, on va faire du bien pour les gens, etc. Sincèrement, naïvement aussi. Et j'ai fait une soirée caritative pour l'Association des paralysés de France, où à l'époque, j'avais découvert que quand on récoltait des bouchons de bouteilles, avant qu'on les colle
à la bouteille, eh bien, on pouvait financer des fauteuils roulants. C'était Jean-Marie Bigard à l'époque avec Bouchon d'amour, etc. Donc ça, c'était en 2013, je te parle. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert, au moment où j'étais président des jeunes du Rotary Club, je fais le tour de mes camarades de fac et justement, on m'a dit, mais en fait, le Rotary Club, c'est le frère jumeau de la franc-maçonnerie. Et je dis, ça veut dire quoi? Mais vraiment, hein, j'étais pas, j'étais à l'antithèse de ce que je suis aujourd'hui. Et puis je me suis dit: «Putain, mais c'est quoi ce truc, quoi?» Alors bon, c'était compliqué de savoir où se placer. J'ai fait la soirée et puis après je quittais la fac de toute manière, donc j'ai arrêté tout ça. Voilà. Donc ça a été que ça. Sinon, après j'étais dans une association sur le harcèlement scolaire, j'en suis parti depuis. Donc ça fait au moins 7 ans que je n'y suis plus. J'ai été syndiqué une fois à Force ouvrière quand j'étais à l'ASCO et c'était juste avant le Covid. C'était ça, j'ai fait janvier, février, mars. Après, il y a eu le confinement. J'ai vu la réaction des syndicats avec l'obligation vaccinale et comment ils ont tyrannisé les soignants, etc. J'ai dit, je me casse. Voilà. Si c'est ça, les syndicats. Voilà. J'ai voulu vérifier, voir ce que c'était un peu. C'est tout. Voilà. Donc, j'allais dire, j'ai fait des expériences. Voilà. Et en plus, je voulais pas rentrer dans le syndicat. J'ai des collègues, j'ai dit, vous êtes sûr, machin, tout ça. Je me suis dit, c'est dans le cadre de l'entreprise, voilà, mais je me suis dit: «Bon». Et depuis que j'ai quitté l'ASCO, donc depuis que je suis à mon compte avec les émissions, j'ai adhéré à strictement rien et d'ailleurs je refuse tout. Voilà, donc il faut vraiment qu'il y ait un truc d'exceptionnel comme le partenariat avec les films libres où Stéphanie est venue me voir et je lui fais confiance parce que c'est une belle personne, on communique beaucoup, et on est transparent l'un envers l'autre, voilà. Et c'est le genre de partenariat et de relationnel que j'aime avec mes confrères parce qu'il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de tabou et elle sera là d'ailleurs à Vierzon. Et voilà, donc elle fait un super boulot et rien que pour ça, voilà, je suis content de ça. Mais vraiment, ça a été exceptionnel. Sinon, j'ai trop de boulot de mon côté, j'ai pas le temps, j'ai pas envie non plus. J'allais dire, je veux qu'on me foute la paix. Je suis clair, hein, c'est-à-dire que les groupes citoyens, ça Ouais, bah, m'emmerde. alors pour le coup, tu pas choisi la bonne voie pour qu'on te foute la paix, Nicolas, mais Non, j'allais dire, je veux qu'on me foute la paix dans le sens où, non, mais j'ai est-ce que compris, vous voulez participer à un mouvement citoyen, et cetera? Non, mais voilà, mais je le dis en toute gentillesse, je dis: «J'ai envie qu'on me foute la paix», c'est une manière de parler, mais voilà, en tout cas dans le sens où c'est pas la peine de venir me proposer des projets, enfin l'adhésion à un groupe, c'est ça que j'entends. C'est surtout ça. Il y a la Société des gens de lettres, je me suis désinscrit, je reçois encore des mails, mais sinon, hormis ça, voilà, c'est pour expliquer aux gens que non, je suis dans rien et j'ai pas envie. non, après et encore une fois, merci pour cette transparence et c'est dommage parce que tu vois, enfin pas je parle d'en arriver à presque devoir se justifier de ce pourquoi on fait, ce Alors, boulot-là et pourquoi on prend la parole. Alors je non, mais je parle pas pardon, hein, je parle pas par rapport, enfin de ce que tu dis toi. Je vois dans les commentaires des choses, mais pas que là ce soir, hein, j'en ai déjà parlé avec d'autres, dissidents, complotistes, comme dirait l'autre. En fait, ce qui est gravissime, ma fille m'avait dit il y a quoi, 4 ans déjà, ma plus grande fille m'a dit: «Maman, si tu commences à avoir des haters, c'est, que tu commences à déranger et oui, être oui, bien repérée». sûr. Mais le Oui, pire et c'est ce qu'on se disait avec nos amis là, enfin mes amis en tout cas et des amis que je vois aussi dans la vraie vie, qui sont devenus des amis au fil de ces dernières années, c'est que quand c'est dans nos propres rangs ou encore enfin, ce qu'on imagine de nos rangs et dans nos propres mouvements, tu vois, tu parles de la table 700 par exemple, et là je le vois encore, à chaque fois ça revient sur la table, si je puis dire. Euh, les gens se font des trucs, des scénarios, ce qui est compréhensible, puisque c'est en fait le système dans bien lequel sûr. on marche et on est éduqué même, hein, et dompté depuis des décennies, et c'est compréhensible qu'on se méfie, et tant mieux, il faut se méfier de tout le monde. Et pour cela, d'ailleurs, je remercie le travail aussi de Rémi de Juste Milieu, que je salue Tu tu une nouvelle tu sais fois. ce que tu sais juste Oui. et ensuite je veux tourner la page de cette histoire-là, mais sur la table 700, c'est pas très compliqué. Vous faites comme moi, si vous voyez des noms affichés, vous contactez les personnes et vous leur dites: «Voilà, j'ai vu que vous étiez dans la table 700, est-ce que vous y êtes?» Moi, j'ai répondu ce soir, je le dis à chaque émission, pour moi, c'est une secte, la table 700. Je le dis, ça ne m'intéresse pas du tout. J'ai même appris que c'était infiltré par la franc-maçonnerie et la scientologie. Ça ne m'intéresse pas. Il n'y a pas de nom à donner ou quoi que ce soit. Le problème, c'est que les gens font des montages de tout et nous sommes dans une époque tellement merveilleuse que l'intelligence artificielle, que couper un morceau, un extrait, etc. J'allais dire, je fais appel.
ça fait très politicien de dire ça, mais à l'intelligence collective. Le problème, c'est qu'il y a des gens très vulnérables et des gens qui se laissent duper facilement. Et dès lors que ces gens-là, ils aient pu avoir un conflit avec moi d'une telle manière parce que il y a des trucs que j'ai pas cautionnés ou je les ai un peu renvoyés bouler sur certaines choses ou qu'ils trollent dans le chat. C'est pour ça que le chat, je le ferme durant les émissions maintenant parce que depuis septembre, il y a des fermatrolls qui sont financés par l'État profond pour casser les chaînes YouTube. Moi, j'y tiens à ma chaîne. Ma chaîne, ça fait depuis 2017 que j'y suis et je ne laisserai personne la détruire. Et donc, les modérateurs, ils ont ma confiance. Ils ont posé des règles très simples. Il suffit de les respecter. C'est comme en entreprise. Si tu déconnes dans le règlement intérieur, tu es convoqué, puis on te met un avertissement, deuxième avertissement, et après tu es lourdé. Et bien là, c'est un peu pareil. Je ne dis pas que c'est un fonctionnement d'entreprise, mais je dis simplement que si c'est pour dire de la merde, abstenez-vous de commenter. D'ailleurs, les gens que je rencontre dans la rue et qui me reconnaissent, ils commentent pas dans le chat. Donc ils sont pas, voilà, il y a des gens qui comprennent et ils disent: «Je comprends pas les gens qui sont haineux dans les chats». Donc vous voyez, Ouais. il y a des gens Et quand même qui après réfléchissent, tout ouais, simplement. non, mais tout à fait et encore heureux d'ailleurs, c'est ça aussi qui nous fait tenir. Mais tu vois, quand tu parles de, par exemple, la table 700, moi je vois sur Facebook, c'est très facile d'être, mis dans des groupes ou d'être des fois, tu sais, tu es identifié, sur des enfin des trucs, que tu peux pas maîtriser en plus et que tu as pas forcément envie, et aussi et moi je fais partie de ces personnes-là, d'aller chercher l'info et de alors des fois c'est de l'infiltration complète, hein, dans des groupes, dont je ne partage pas forcément l'opinion et cetera, pour voir justement ce qu'il se dit et être dans le contradictoire parce que et c'est ce que tu disais Nicolas il y a quelques minutes, c'est finalement c'est d'accueillir aussi en tant que toi journaliste, puisque moi je me définis pas du tout comme une journaliste, juste une personne lambda Moi qui, non plus, je me définissais pas comme ça, oui, figure-toi. oui, c'est Non, venu mais c'est important il y a parce pas que c'est pareil, longtemps, ouais. on m'a fait la remarque aussi. Mais Pourquoi je juste me pour suis finir, Nicolas, vas-y, pardon, juste pour vas-y. excuse-moi, pardon, pour finir Non, cette je t'en prie, parenthèse-là, vas-y. d'aller chercher aussi l'info et de recevoir des personnes avec qui on n'est pas forcément d'accord. Et on ne partage pas les mêmes choses. On peut être d'accord sur certains points, sur certains sujets, et des fois pas du tout. Mais c'est justement ça aussi qu'on défend, c'est la liberté d'expression et ce travail journalistique d'aller chercher l'info contradictoire. Et c'est même un travail, j'allais dire, une démarche personnelle, philosophique, et aussi pour transcender sa condition. C'est-à-dire d'aller au-delà de ce auquel je pense moi, ce à quoi j'adhère, et c'est ça aussi de pouvoir, voilà, Alors, avancer dans la vie en tout cas. comme le titre de l'émission, c'est lanceur d'alerte et journaliste indépendant. Alors, déjà sur la sémantique, on en parlait avant l'émission et je voudrais aussi clarifier là-dessus parce que tu as lu le guide du lanceur d'alerte que j'ai publié en lecture audio et j'invite tout le monde à le faire. Il dure 50 minutes à peu près, il est 2023 du défenseur des droits, parce que je ne me considère pas du tout comme un lanceur d'alerte à titre premier, même quand je me suis engagé contre le harcèlement à l'école, parce que pour moi, un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui est menacé pour sa vie. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs facettes dans le boulot, et cetera. Moi, j'ai jamais été enquiquiné dans mon travail, dans le cadre de mes activités extérieures. Dans le sens où je faisais des émissions quand j'étais à l'ASCO, et cetera. Je pense qu'il y avait pas beaucoup de gens d'ailleurs de mon entourage professionnel qui regardaient, donc j'ai jamais eu de soucis. Le seul souci que j'ai eu, c'est avec le pass vaccinal, si je puis dire. Donc à titre d'exemple, je voudrais justement faire un clin d'œil à Rainer Fulmich. J'ai fait des posts aujourd'hui sur lui. Pour moi, c'est un sacré lanceur d'alerte qui, lui, a tout perdu. On lui a mis des trucs sur le dos, etc. Pour moi, c'est ça. Stéphanie Gibault, Claire Sévrac, Sylvie Simon, Serge Monast, etc. Pour moi, ce sont des héros. Ce sont des héros purement et simplement. Ils ont sacrifié leur vie pour cela. Et je suis ravi d'avoir une excellente relation avec Prune Arnoux, la fille de Claire Sévrac, puisqu'elle me permet de lire, de faire des lectures audio des livres de sa mère, parce qu'elle a promis à sa mère de ne jamais apparaître publiquement dans une émission. Donc, il ne faudra pas espérer l'avoir un jour sur un plateau, et je respecte cela. Donc, comment dire, en compensation, on se rend service, on s'envoie des abonnés, on se fait de la pub mutuellement. Voilà. Et pour moi, c'est aussi une belle manière de rendre hommage à sa mère dans le combat qui était le sien. Ensuite, journaliste indépendant, je m'étais animateur d'émission au départ. Et je l'ai mis pendant plus d'un an. Et puis, je suis tombé sur des journalistes en émission que j'ai reçus et qui m'ont dit: Oui, vous faites un boulot journalistique». Ben, je lui ai dit: «Non, je suis animateur d'émission. J'ai pas de carte de presse, j'en ai jamais eu. D'ailleurs, j'en veux pas. J'ai pas fait d'école. Je suis autodidacte». Ils m'ont dit: «Mais attends, tu lis les livres, tu prends des notes, tu poses des questions, tu enquêtes, tu reçois des dossiers, etc. C'est du journalisme».
Donc c'est vrai que c'est là, je me suis dit: «Mais en fait, c'est un boulot de journaliste que je fais» et j'ai rajouté indépendant parce que pour moi, le terme citoyen, il est un peu bizarre. En plus, en langue française et ça, c'est une amie qui a fait la certification Voltaire qui me l'a dit. Elle me dit: «Mais tout le monde met citoyen à la fin de la phrase, assemblée citoyenne et cetera. Il faudrait dire assemblée civique». C'est-à-dire qu'on a été à l'école, on a eu l'éducation civique. Jamais on disait éducation citoyenne. Ça fait très robespierrien de dire, citoyen. Eh, citoyen, un peu C'est ce comme que sous j'allais l'Ancien te dire, Régime. ouais. Ça fait très, Voilà république. et quand on connaît Robespierre et qu'on écoute Marion Sigaud sur la Révolution française, Robespierre n'était pas un modèle à suivre. C'est pour ça qu'une partie de la classe politique le met en idole. Voilà, donc il faut aussi se poser des questions. Certains pensent que 1789, c'est le début de la France. Non, la France, elle a quand même 2000 ans minimum. Et donc de ce fait, je me suis mis journaliste indépendant pour le côté professionnalisé quand j'ai quitté l'ASCO et que j'ai commencé à faire les démarches pour la boîte, etc., pour la cagnotte. Et donc je mets indépendant parce que quand on m'aborde un petit peu dans la rue, etc., quand je dis je suis journaliste indépendant, vous travaillez pour qui? C'est toujours la question qui revient. Je travaille pour moi. Ah bon, mais vous avez pas, vous travaillez pas pour tel organe de presse? Non, je suis à mon compte. C'est un peu comme un journaliste d'investigation qui enquête à son compte avec vous voyez, tu vois Anne-Laure Bonnel, par exemple, aujourd'hui, elle a fait une cagnotte Tipeee. Alors bon, elle est dans une situation un peu particulière maintenant, mais voilà, moi je ne travaille que pour moi. C'est-à-dire qu'ensuite je travaille pour le public. J'ai des modérateurs qui m'accompagnent, ils sont 4 et je voudrais leur rendre hommage ce soir parce que, ils ne sont pas là. C'est pour ça que j'ai fermé le chat parce que, bah, ils sont en vacances, ils étaient pas disponibles et ils ont le droit de se reposer. Je rappelle que tout ce qu'ils font est bénévole. Donc je l'ai «réquisitionné» entre guillemets 10 à 15 heures la semaine en moyenne pour les émissions, parfois 4 heures d'affilée, 5 heures d'affilée. Ils se relayaient, parfois ils ne mangeaient même pas, d'accord? Alors je suis pas un tortionnaire, hein, je précise, hein, mais simplement, moi j'ai l'habitude de jeûner donc ça me pose pas de problème, mais je me dis: «Voilà, ils ont ils» j'ai une amie qui, à l'époque m'avait proposé de la modération, j'avais refusé et puis ensuite je me suis rendu compte qu'il y avait les fermatrolles et puis que la chaîne prenait de plus en plus d'ambition en quelque sorte, de vues, d'abonnés et puis il y a eu des invités aussi qui ont suscité parfois des controverses et cetera. Donc forcément, je me suis dit: «Bah, va falloir que je me protège parce que sinon la chaîne elle va sauter» et ils ont fait un travail colossal et je les remercie et de ce fait, voilà, ils font partie de l'équipe. Je ne travaille pas avec eux les émissions, mais voilà, disons qu'ils gèrent aussi mes groupes, Nicolas Bouvier TV sur Telegram et on vient de dépasser ce soir les 1000 abonnés sur Telegram, dans le groupe, donc merci à tous et puis, Et sur sur Facebook Facebook aussi? aussi. Ouais, Sur pardon. Facebook, on est plus de 6000 maintenant. La page de Prune sur Claire Sévrac a dépassé les 10 000, donc j'en suis ravi et voilà, donc il y a aussi ce côté-là, mais je travaille seul, c'est-à-dire que les bouquins, je délègue quasiment rien si ce n'est la modération et la technique. Enfin, la technique, je la fais là, mais sinon, voilà. Et je remercie Luc, mon modérateur, qui va venir exprès à Vierzon pour m'aider techniquement sur la diffusion numérique de la rencontre, parce qu'en réalité, non seulement on va avoir le public dans l'auditorium à Vierzon le 8 novembre, mais ce sera retransmis sur tous les réseaux sociaux de mes confrères et de moi-même en direct pendant 6 heures environ. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. C'est-à-dire que vous soyez à Tombouctou, à Montréal, etc., il y aura le direct. Donc ça, c'est top. Voilà. Donc on essaye d'avoir un maximum d'accès au public. Il y aura toujours des critiques, etc. Mais en tout cas, voilà, moi, j'ai rien à cacher. Il y a un seul domaine qui, pour moi, est inviolable, c'est la vie privée. Voilà. Je ne parle jamais de ma vie privée parce que ça regarde personne et parce que c'est un des seuls trucs qui nous reste parce que le secret médical, il a été détruit durant le Covid. Donc forcément, bah, non vacciné, voilà, vu qu'on a eu le pass vaccinal, j'ai été suspendu, donc je suis pas injecté. Et c'est pas demain la veille qu'on va m'injecter d'un truc maintenant. La dernière fois que j'étais injecté, c'était en 2004, donc ça remonte à loin. Mais voilà, sinon, hormis ça, voilà, donc la vie privée, ça reste privé. Par contre, c'est vrai que sur le reste, les gens me demandent mes opinions politiques. Bon, je suis pas macroniste, hein, ça s'est vu, hein, voilà. J'ai fait une publication sur l'euro il y a pas longtemps. Mais sur le reste, voilà, je reste impartial. Je peux inviter des gens de droite comme des gens de gauche. Après, ce sont les gens qui viennent ou qui viennent pas. C'est-à-dire que s'ils veulent pas venir, je peux pas les forcer. Mais voilà, c'est tout. Nicolas, on a dépassé le temps, mais ça va, je me suis pas encore fait Je engueuler suis par désolé, hein. Eric. Non, non, mais au contraire, avec plaisir, tant mieux. Si, tant que j'ai pas le message de warning d'Eric, ça va, on peut continuer un Non, petit mais peu. Eric, il sait comment je fonctionne, c'est pour ça. Et ouais, ouais, non, mais même des fois, bon.
Et est-ce que tu es optimiste, toi, par rapport à quand même à tout ça là? Parce que évidemment, tu as ta grille de lecture et on Par rapport à partage quand quoi? même, la À même. Bah, par l'actualité? rapport à ouais, pas l'actualité, parce que finalement, nous sommes dans une pièce de théâtre, on l'a bien compris. Mais par rapport, justement à si on se projette un peu dans quelques années et parce que ce qu'on dénonce et le combat qu'on mène aussi, c'est pour nous, pour vivre, essayer de vivre en paix un tant soit peu, pour les enfants et pour les générations à venir. Donc, si on se projette un peu dans quelques années, est-ce que tu es plutôt optimiste? Est-ce que tu as l'impression, parce que, enfin, je te pose la question parce que je discutais avec une personne, et ça aussi c'est cool, moi j'aime beaucoup, complotiste, mais que j'ai rencontré en vrai il n'y a pas longtemps, alors qu'on habite juste à côté en plus, hein, c'est un truc de fou, mais on s'est rencontrés sur les réseaux, qui me disait que, en fait, on peut rien faire. C'est tellement puissant en face. C'est tellement. Et c'était son analyse, malgré tout ce qu'elle met au quotidien comme énergie, hein. Malgré tout ça, son analyse de dire ils détiennent les médias, ils détiennent le pouvoir, ils détiennent le fric. Et en fait, on ne pourra rien faire inexorablement. Notre situation est irrémédiablement compromise. Est-ce Alors que. ta question, elle est très vaste, alors je vais essayer de faire simple et synthétique. Hem, je vais te sortir des citations, mais ça résume le mieux ma pensée, brute. Comme je le disais tout à l'heure, en le dévoyant un peu, mais le proverbe russe dit: «Un pessimiste est un optimiste bien informé», et je pense que déjà, nous sommes dans une guerre de l'information. Nous sommes en guerre tout court. Depuis le 16 mars 2020, officiellement parlant, même si on peut dire depuis 1789, mais disons que depuis 5 ans, on a changé de paradigme. Nous vivons en dystopie. Il suffit de regarder Black Mirror. Moi, je me fais pas mal de films dystopiques en ce moment, qui datent de 2020 en plus, 2020, 2024, et cetera. Il y en a un, c'est, iX 2048, un truc comme ça, sur l'histoire de clones, ou alors des trucs sur la puce, et cetera. Regardez ces films-là parce que c'est ça qui est notre actualité et qui se prépare par la suite, parce que l'histoire de clonage, ça fait très longtemps que ça existe, l'histoire de transhumanisme, et cetera. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est le transhumanisme, l'intelligence artificielle, et j'en discute beaucoup en ce moment, notamment avec des scientifiques, parce que j'aurai l'honneur de recevoir Jean-Pierre Petit le 19 décembre, ce sera mon dernier invité de l'année, et on est assez en désaccord sur l'intelligence artificielle, paradoxalement. C'est-à-dire que je suis plus vieux mentalement que lui physiquement. Mais ça, je m'en suis jamais caché. J'ai toujours été un vieux con dans ma tête. Ça, c'est aussi peut-être lié à mon éducation, mais j'ai aucun remords et aucune honte avec ça, au contraire. Mais par contre, je dis aux gens qui nous regardent, protégez les enfants. C'est la seule chose déjà à faire dans l'immédiat. Je vais faire une émission vendredi avec Jacques Thomé et Séverine Rava qui revient. On va parler de la pédocratie à la française. Je pense que nos enfants sont en grand danger parce que la guerre les concerne aussi et parce que demain, ils seront à notre place. Et que si demain, à notre place, ils sont des Michel Drucker qui ont peur de tout, de la moindre petite bébête et de la moindre petite maladie, on n'est pas dans la merde. Parce qu'on les a incités durant le Covid. La génération Covid là, qui est née ces 5 dernières années, va falloir se lever de bonne heure. Et moi, ce qui me sidère le plus, c'est les gens qui me disent: «Je vais pas faire d'enfant parce que ça va trop mal». Justement, c'est ce que le système veut et c'est ce que je viens de lire ce matin. Le but, c'est ça, c'est d'empêcher les gens de se reproduire. Est-ce que vous croyez que madame von der Leyen, qui a quand même 7 enfants, pas un, pas 2, pas 3, hein, elle en a 7, famille nombreuse, hein. Puis c'est pas des enfants qui sont à la rue, hein. Ils sont chez McKinsey, ils sont. Vous croyez qu'elle s'est posé la question de sauver la planète, elle? Vous croyez que monsieur Sarkozy, qui fait l'œuvre d'une propagande, mais alors je crois que depuis Goebbels, on n'avait pas fait, à ce point-là, heu, pendant que Rainer Fulmich est en train de croupir en tôle dans l'indifférence générale, monsieur Sarkozy, il a 5 enfants, dont un qui veut être maire de Menton, alors qu'il est pas du tout du coin, hein, mais bon, c'est pas grave. Un autre qui était à un institut là, Jean Sarkozy à une époque, et cetera. Donc il y a ça. Ensuite, autre chose, monsieur Fillon qui avait 6 enfants, monsieur Hollande qui en a 4, dont un qui est marié avec une présentatrice, télé, avec un népotisme qu'on connaît. Vous croyez que Léa Salamé et monsieur Glucksmann, quand ils ont fait un enfant, ils se sont dit: «Bon, on va s'arrêter à un parce que, on sait jamais». Posez-vous la question de savoir comment le système pense et vous comprendrez à quel point on vous prend pour des cons, en fait. C'est ça la réalité. Moi, c'est ce que je dis aux gens quand je vois des jeunes dire voilà, mais je dis: «Mais vous rendez compte de ce que vous dites? Si nos grands-parents pendant la Seconde Guerre mondiale avaient décidé de
oh putain, on risque de devenir allemand sous l'occupation, vous savez, avec le narratif mainstream habituel, et de se dire, voilà, et Sam a tout à fait raison, parce que je l'ai déjà dit en émission, où vont ces enfants à l'école, les enfants de Bill Gates, etc. Ils retournent là où j'ai été moi-même dans les années 90, le papier, le crayon, pas d'internet, pas de réseaux sociaux, interdiction du portable et quoi que ce soit. Ils vivent à l'ancienne. Si vous éduquez j'ai pas de leçon à donner, hein, mais si vous éduquez vos enfants à l'ancienne, déjà, ils seront, heu, ils seront l'antithèse de Michel Desmurger qu'évoque la fabrique du crétin digital. Alors oui, ils risquent de se faire emmerder à l'école. Oui, parce que moi, c'est comme ça. Je vais te dire, c'est que j'étais un des seuls de ma classe à pas regarder Club Dorothée quand j'étais gamin. Ma mère refusait. Elle me dit: Je «Tu vas pas ne devenir» regardais pas aussi Club Dorothée, elle m'a dit: «Tu vas j'avais pas devenir aussi con interdiction. que les autres». Parce que le Club Dorothée, ça a été la fabrique du crétin aussi, hein. Alors désolé pour ceux qui ont regardé, qui ont apprécié, mais j'ai regardé quantité de séries américaines aussi, hein. J'ai été un enfant de la télé pendant les 15-20 premières années de ma vie. J'étais un fan de télé et de jeux vidéo, donc j'ai un passif. Mais aujourd'hui, ça m'écoeure tout ça. Ça m'écoeure, c'est comme si j'avais bouffé trop de la même bouffe, tu vois? Trop de bouffe à varier, et donc à partir de là, par les émissions, j'essaye de faire ma part. J'ai pas de recette miracle. Parfois, je propose des suggestions, mais que beaucoup font déjà. Payer en espèces. Faites attention à ça, comment vous l'utilisez. D'accord? Mais aussi, voilà, je vais faire de la pédagogie, hein, c'est peut-être ridicule, mais au lieu d'utiliser ça, au lieu d'utiliser ça plutôt. Évitez les caisses automatiques. Mais là, je sais que je parle à un public de convaincus, donc j'ai pas, c'est pas, le but, c'est pas de faire de la propagande, mais voilà, vous allez, comment dire? Vous allez faire vos courses, essayez au maximum d'éviter les produits industriels. Il y a des trucs, voilà, c'est des trucs tout bêtes. Parce que l'euro numérique arrive et on va se faire avoir. Voilà. Et donc, pour moi, l'avenir, je me bats tous les jours. En fait, au quotidien, quand je me lève le matin, je me dis: «Qu'est-ce que je peux faire de plus aujourd'hui que j'ai pas fait hier?» C'est peut-être bête à dire, mais une lecture audio en plus, c'est un peu comme un exercice, c'est un peu comme faire du sport, c'est-à-dire qu'on entretient le corps. Et là, justement, dans ce bouquin, qui est franchement exceptionnel, hein, j'aurais dit aux auteurs, j'aurais envoyé un mail, j'aurais dit: «Franchement, il est excellent». Je le connais pas, Nicolas. Ah Est-ce beh, qu'il je y a, donne la il y a eu, référence. ouais, juste faire un petit, ouais, parce Ouais, que Pierre tout à l'heure il y a eu un Lefebvre. commentaire Ah, pour, vous tapez C19 ouais, un sur, complot sur internet, mondial il contre est le monde du vin. génial. Ouais, Franchement, il fait 600, alors il coûte 60 €. C'est pas donné certes, mais franchement, vu le boulot fourni, voilà, allez-y. merci. Parce qu'il parle justement d'une dame, qui a fait une étude sur les plus de 90 ans, comment ils restent en bonne santé. Il y a un côté Marion Caplan dans l'histoire. Donc il y a plein de choses, mais quand on fera l'émission avec eux, on en parlera. Mais voilà, moi, pour l'avenir, c'est rebétonner par le bas. L'éducation, l'instruction, et cetera. C'est-à-dire que je me dis: «On a une bibliothèque virtuelle et physique démentielle, comme jamais on a eu dans l'histoire de l'humanité, eh bien, faisons en sorte de la partager au public». Moi, si j'avais accès aux bibliothèques du Vatican, je vais te dire que je me ferais plaisir. Donc, à partir de là, moi, le but, c'est vraiment de transmettre. Je reçois de toute manière, que ce soit des messages de soutien, et cetera. Moi, franchement, encore une fois, sans prétention, mais je veux bosser comme Béchamp, en fait. Antoine Béchamp, quand j'ai découvert grâce à Alain Scoï, à Jean-Philippe et à Dr Schmitz, quand j'ai vu le diapo et revoyé l'émission avec, sur Béchamp, hein, elle fait 3 heures, mais franchement, c'était du petit lait quand je connaissais pas à ce point Béchamp, sans aucune arrière-pensée. On lui a plagié son boulot, on se l'est approprié, il est mort presque dans le dénuement le plus total, et cetera. Mais c'est un saint homme. Il faut le canoniser, ce monsieur. Il a tellement découvert de choses, mais moi je me dis: «On devrait tous être des Béchamps». Si le monde entier était Béchamp, mais putain, on serait en paix, quoi. Et voilà, donc moi, dans ma méthode de travail, je me dis: «Qu'est-ce que je peux faire de plus au quotidien pour apporter ça?» Et donc parmi, les projets, de la chaîne, il y a la série Isidore le Puisatier, puisque j'ai fait une émission avec Isidore au mois d'août, et là, tous les mercredis du mois de novembre, eh bien, on aura, tous les mercredis justement, un épisode, de la série Isidore le Puisatier sur le puisatier, les sourciers. Donc on réhabilite progressivement le, comment dire? L'activité, et je suis en train de tourner, une autre série,
Alors là, c'est en exclusivité que je le dis parce que je ne l'avais pas encore annoncé publiquement. Mais je suis en train de tourner une série avec Virginie Dornier, lanceuse d'alerte niveau 3 de la loi Sapin 2, sur ces dossiers de 2500 pages. Je me suis dit, il va falloir faire quelque chose de ça. Ça fait 4 ans, 5 ans qu'ils lancent dans le désert des messages. Et donc, on a décidé de faire une série de, je ne sais pas combien d'épisodes, mais le premier épisode sera diffusé le 7 janvier 2026. Sachant que le 21 janvier, il y aura une émission spéciale avec Marion Sigaud sur Louis XVI. On va réhabiliter Louis XVI. Ça ne fait pas de moi un royaliste pour autant, je le précise encore une fois. C'est-à-dire que inviter quelqu'un n'est pas adhérer. J'aimerais que les gens, que tout le monde comprenne. Je fais appel vraiment à l'intelligence de chacun. C'est pas parce que j'ai invité des francs-maçons, j'ai invité presque tout ce qui est possible, quasiment. Donc, le journalisme, pour moi, c'est ça. Après, on peut me faire des reproches, mais voilà. Je ne suis pas royaliste, mais je suis curieux. Pour moi, le journalisme, la première chose, c'est la curiosité, le partage. C'est le public qui juge. C'est pas trois pelés et deux tondus sur les réseaux sociaux qui dit vous vous versez dans le New Age, comme on m'a dit demain pour Rachel. Et on fera aussi une mise au point sur le New Age parce que Anne Givaudan, j'ai fait une émission avec elle, je ne m'attendais pas à un tel succès. Moi, je me suis dit on va faire peut-être 15 000, 20 000 vues. On est à presque 75 000. Donc, c'est quand même incroyable. Moi-même, je suis surpris par certaines choses. Et pareil, je l'annonce aussi en exclu parce qu'on me l'a encore demandé aujourd'hui. Baptiste Dulac revient bientôt, puisqu'on va faire une émission spéciale avec John Doe et Baptiste Dulac le 17 novembre, en exclusivité. Donc, c'est un lundi soir. Et on va parler de cosmologie. On va parler des armes à énergie dirigée et de la propagande LGBT. Donc, ça va être une soirée bien comme il faut, bien avec une dense, forte chargée et des sujets très touchy. Ouais, okay. Mais moi, on m'apporte ça sur un plateau, limite. Parce que là, c'était même pas moi qui ai fait la démarche. Alors, des fois, si. Mais j'aime bien faire aussi des synergies. Par exemple, John Doe et Rémi de France, c'est moi qui ai eu cette idée-là parce que je me suis dit, putain, c'est marrant parce qu'il y a des invités, ils sont comme des satellites. Quand ils viennent dans mon émission, j'ai l'impression d'avoir un écho. Et je me dis, pourquoi ils ne feraient pas un truc ensemble? Et il faut que les gens soient conscients aussi d'une chose. On ne peut pas réconcilier tout le monde. C'est malheureux. Moi, j'ai eu une ambition quand j'ai fait les émissions, c'est d'associer des gens qu'on me demandait d'associer. Des gens qui m'ont dit pourquoi il faudrait un peu une émission avec un tel plus un tel. J'ai essayé et en coulisses, j'ai appris que les gens se détestaient entre eux. Souvent des questions d'ego, des questions de plagiat aussi, d'imposture, de j'étais là avant toi, des qui pissent le plus loin, parce que c'est à ce niveau-là parfois, et parfois des gens brillants, hein, faut pas croire. Hein. Je ne citerai encore une fois personne, parce que ça regarde personne, mais parfois il y a eu des choses qui n'ont pas pu se faire, et ce sont les relations humaines, il faut l'accepter. Moi, j'ai essayé de faire ma part. Après, voilà, c'est comme ça. Merci beaucoup, Nicolas. Merci pour ton honnêteté, ta disponibilité et aussi pour toutes tes actus. Et puis, tu reviens quand tu veux, évidemment, sur la chaîne avec grand plaisir. Merci infiniment. Merci à vous. À très bientôt. Merci à toutes et tous d'avoir été là. Merci pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages. Je vous retrouve en présentiel au nord de Montpellier ce week-end pour je ne sais pas si tu en as entendu parler, Nicolas, l'événement sortie de banque qui va se durer sur 3 jours. Moi, j'interviendrai. On m'a demandé de faire une petite conférence samedi, donc je serai là en tant que Lise Philippe sur un petit sujet, la souveraineté et le pouvoir personnel. C'est ce que j'ai choisi de discuter en tout cas, et je serais ravie de vous retrouver en vrai. Merci encore, Nicolas. Merci beaucoup. Et merci au public, et à demain 19h avec Rachel, puisque j'ai vu que Rachel était dans le public aussi, donc à demain 19h. Ça marche. Merci. Prends soin de toi. Prenez tous et toutes soin de vous. Prenez soin de vous, surtout par les temps qui courent. Ouais, c'est ça. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On se retrouve samedi en direct, sinon ce sera mercredi en live. À bientôt. Bisous. Ciao, ciao.